What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, Phil. moi et notre invité aujourd'hui, Hicham Bouffekane, un athlète paralympique. On a parlé un petit peu de son parcours, étant donné qu'il était dans le sport très très jeune, de l'impact de son handicap sur sa vie d'athlète, sur sa vie professionnelle aussi, sur sa vie personnelle un petit peu. Fait que c'était vraiment très intéressant. Parler aussi de tout son background en physiologie du sport. Donc, il est beaucoup plus calé que nous en termes de données, de metrics, puis de brain sur le sport, puis l'analyse de ce sport-là. Donc, c'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses, puis, mais c'était très vulgarisé aussi, fait que vous allez être capable de tout suivre sans problème. Bonne écoute! Avant de débuter, on tient à remercier notre partenaire Yummy Sports. Aujourd'hui, on teste Hydra plus saveur citron-lime. On teste. Moi, j'ai déjà testé, c'est ma saveur préférée. Toujours aussi bon, puis rafraîchissant. Fait que merci à Yummy d'être avec nous, compagnie québécoise. Vous pouvez utiliser notre code promo SOMMET20 qui vous donne 20% sur votre première commande. Puis allez voir ça sur yummysport.com. Hicham, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Super bien aussi. Merci. Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va? Je suis content d'être là. Ouais. Jaser avec des chums, puis... Exact. Première expérience sur un podcast? Ouais. Cool. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais? Tu viens de où? Pourquoi tu es à Occupation Double? Fait que Hicham, 26 ans, kinésiologue, amateur de sport d'endurance, étudiant toujours, en fait, après mon bac, maîtrise en kin, je continue au doctorat en sciences d'activité physique. Fait que pas mal, je dirais, un passionné de sport, passionné de la vie. Puis, c'est ça. Très nice. Moi, je veux savoir pourquoi tu es ici aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu es là pour partager avec tout le monde qui nous écoute? Ouais, c'est une bonne question. Je suis ici parce que Phil m'a envoyé un DM, puis je me suis dit, why not? Je pense qu'en fait, on veut vraiment venir échanger un petit peu sur c'est quoi avoir un handicap, comment ça se décrit un peu dans notre société, les impacts, tout ça. Puis voir aussi comment ça impacte au niveau de l'activité physique. Je pense qu'on est trois passionnés de tout ça. On aime ça geeker autour du sport. Fait que jaser de qu'est-ce que ça fait là-dedans, qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis là, tu as abordé un peu ton handicap. Tu veux-tu expliquer un peu plus c'est quoi cet handicap-là? Oui, en fait, ça s'appelle l'arthrogrypose. Ça, c'est une des premières conditions qui m'affecte. La deuxième étant une myopathie musculaire générale. Ce que ça fait, en gros, c'est que ça limite mon range of motion à pas mal toutes mes articulations, principalement au bas du corps. Fait que je fais hanche, genoux surtout, fait que je peux pas plier les genoux plus que ça. Ça fait un party trick où je peux faire la chaise pendant 2 heures. Mais ça, c'est, mettons, la limitation principale. J'ai aussi un petit manque de mobilité au haut du corps, puis aussi un manque de masse musculaire, plus de difficultés à en développer. Fait que c'est un challenge aussi de ce côté-là. Oh. Cool. Malgré tout, tu es là avec nous, tu as un doc, tu es en train de faire ton doc, puis tu as pratiqué ton sport depuis combien de temps? Tu en as parlé un petit peu avant, mais... Oui, en fait, j'ai nagé pendant longtemps, là, quasiment une vingtaine d'années. J'ai pris ma retraite de la natation juste avant 2020. Et après ça, j'ai compétitionné en triathlon. Puis je souhaite continuer cette aventure-là en triathlon encore une couple d'années. Ouais, fait que l'handicap, c'est pas une limitation. C'est, je pense, un défi en plus, comme on peut tous en avoir, mais c'est pas une fin en soi. Puis pourquoi tu as pris la retraite de la natation quand même assez jeune? Là, c'était en 2020. C'est vraiment drôle, on dit assez jeune, mais dans le monde de la natation, c'est un monde qui va vraiment vite. Où tu commences, c'est soit tu performes justement quand tu es au cégep, tout ça, soit le monde prend leur retraite plus tôt. Fait que moi, j'avais énormément d'amis qui ont arrêté avant moi. Mais à ce moment-là, j'avais 21, 22 ans. Puis la raison principale, c'est que je voulais poursuivre mes études. J'avais comme eu un déclic pendant ma carrière que je savais ce que je voulais faire. Je savais que j'allais continuer au cycle supérieur. Puis en parlant, en fait, avec l'administration de l'école, te rendre compte que ça te prend 7 ans de bac, plus la suite des choses. C'était comme le bon moment, en fait, pour tourner la page puis passer à de nouvelles aventures. Pour pouvoir accélérer un peu ton processus, dans le fond. Oui, exact. De base, j'avais déjà fait 50 cégep quand je nageais. OK. Fait que c'était déjà long. Ouais. Fait que je me voyais pas vraiment continuer avec beaucoup, beaucoup de temps à l'école, là. C'est sûr que le sport, c'était le fun, la carrière était vraiment plaisante. Mais à la fin de la journée, il faudrait peut-être que j'aie une vraie job puis continuer. Puis donc, le chemin des études était super important aussi. Ça ressemblait à quoi, mettons, dans ton adolescence, avec le sport? Ça ressemblait à quoi tes semaines puis tes journées? Oui, je dirais que c'était comme pas mal tout centré autour de la natation à ce moment-là, là, quand j'étais jeune.
Fait que, mettons, au cégep, j'avais 3 à 4 cours par session. Pas tant que ça. Souvent, c'était genre une plage de 3 heures par jour ou 2 petits cours. Puis je m'entraînais le matin, fait qu'on nageait en fait de 8 à 10. Après ça, soit on avait une musculation en après-midi, soit des fois on avait des doubles en natation, fait qu'on nageait 2 fois dans la journée. Fait que 3 à 5. Puis souvent après ça, je rentrais chez nous, c'était de l'étude. Fait que j'étudiais. Fin de semaine, c'était soit j'étais en compétition, soit j'étais dans mes livres. Fait que je dirais que c'est pas mal ça qui a dicté ma jeunesse. Mhm. C'est-tu quelque chose qui a été difficile pour toi, mettons, prendre ta retraite de la nage? Au début, vraiment. Je dirais que ça a comme été un deuil à faire pendant... ça m'a trotté dans la tête pendant 1 an environ. Après, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui est arrivée juste après, fait que c'est comme bon timing, Mhm. juste avant. Mais, tu sais, quand on est petit, on se forge une identité. Moi, mon identité a été forgée autour du sport dès mon très jeune âge. Fait que je m'associais beaucoup à ça. Par contre, j'ai la chance de travailler déjà en amont pendant que j'étais au Centre national avec une psychologue fait que, qui nous aidait vraiment d'un point de vue gestion de carrière, après-carrière. C'est des choses auxquelles on parlait déjà. Fait que c'était comme un peu une balance de les pour et les contre. Ça m'a permis d'être plus en paix avec ça, mais c'est sûr que hey, ton identité est construite autour de ça. Je m'identifie comme nageur, puis du jour au lendemain, je le suis plus. Ça, c'est comme mes amis m'appelaient le nageur. C'était si ça. Ah, ça, c'est mon ami Cham, c'est un nageur. Mais là, c'est c'est mon ami Cham, il fait quoi? Puis au moins, j'avais comme les études auxquelles j'étais attaché. Je savais déjà vers où aller. C'est vraiment un challenge pour beaucoup, beaucoup d'athlètes, mais moi, j'avais cette chance-là, en fait, d'avoir une passion aussi dans laquelle je voulais continuer. Puis en même temps, ça me permet de rester proche du sport là, aujourd'hui comme kin. Donc, c'est un milieu que j'adore, puis un milieu dans lequel je veux redonner. Là, donc, Super. Puis est venu quand, justement, cette passion-là, mettons, ou de savoir que Ouais. toi, tu voulais être kin, puis tu voulais aller Ouais. vraiment loin là-dedans, justement, tu le savais très tôt. Fait que, ouais, je le savais quand même tôt. Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai longtemps eu une grosse hésitation entre. Mettons, j'avais en tête de peut-être faire de la pharmacie, peut-être aller en chimie, des trucs de même. Mais quand je nageais au Centre national, en fait, on travaillait avec plusieurs kinésiologues. Fait que, il y en avait beaucoup qui étaient dans ce qu'on appelle l'équipe de soutien intégré, AST. Fait que là-dedans, ils ont plusieurs rôles puis viennent vraiment accompagner les entraîneurs dans leurs diverses tâches, les conseiller puis les accompagner. Donc, on avait une personne qui travaillait en préparation physique, quelqu'un en biomécanique, quelqu'un en physiologie de l'exercice. Cette personne en physiologie de l'exercice, Myriam Paquette, que je salue. C'était la première fois où je voyais quelqu'un, puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc, c'était un peu un running gag à l'Institut national où ben, je dis tout le temps, je veux être Myriam Paquette, pas je veux être physiologiste de l'exercice. Mais c'était, ça me passionnait. Je suis vraiment un geek de données scientifiques, juste geek de données en général. Fait que quand on travaille avec elle, je posais plein de questions. J'étais tout le temps curieux un peu de pourquoi on fait les choses, pourquoi elle mesure ça, ça représente quoi. Puis ça m'a vraiment allumé. Puis je me suis dit, hey, je me vois vraiment faire ça. Fait que là, elle m'a expliqué un peu son parcours, comment on finissait pour être physiologie de l'exercice. Puis je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire. Puis aujourd'hui, je regrette pas. Es-tu capable de nous expliquer un petit peu pour le monde qui regarde, c'est quoi que tu fais exactement? Oui. Ben là, en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis pas encore physiologiste. J'ai pas un poste concrètement là-dedans. Un physiologiste de l'exercice, c'est justement un membre d'une équipe de soutien intégré qui vient donner des recommandations aux entraîneurs, aux athlètes, en suivant un peu toutes les différentes données scientifiques d'un athlète. Fait que, mettons, je donne un exemple, on était beaucoup suivi au niveau du sommeil, de la récupération, aussi tout ce qui est aérobie, anaérobie, fait que tous nos profils un peu. Puis ça, c'est notre physiologiste, donc à ce moment-là, Myriam, qui regardait un peu toutes ces données, puis qui pouvait recommander un peu à l'entraîneur, Hicham, il faut qu'il travaille telle qualité, X, telle qualité, Y, telle qualité. Voici comment ça va cette semaine. Peut-être slack un peu, il est en période d'examen, il est vraiment stressé, fatigué. Ou c'est le bon moment, on pousse la machine. Fait que c'est une personne qui vient accompagner puis qui est un peu plus comme l'œil scientifique d'un entraîneur. Là. Fait que c'est un poste qui est quand même très niche puis qu'on voit pas, mettons, dans le monde de tous les jours. Ce que j'espère à faire éventuellement. Super intéressant, merci. c'est fucking sick que ça soit, genre, vraiment... Spécifié. Genre, on dirait que des fois, j'ai l'impression qu'on est trop... Général. Non, je Non? trouve qu'au contraire, je trouve que des fois, on se concentre trop sur des détails. Ouais. Là, que de voir dans des équipes nationales, ben, tu
c'est un athlète, fait que tu fais ça de ta vie. Ouais. Ben là, justement, les petits détails sont C'est zéro c'est négligé. important, Là. là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, chacun a comme son champ d'expertise. Fait que cette personne-là va être tout l'aspect physiologie. Mais tu sais, l'aspect biomécanique, c'est un biomécanicien, fait qu'il s'est plus plongé là-dedans. Le préparateur physique a son rôle, puis ça fait en sorte que le coach ne doit pas tout faire. Il est épaulé des meilleures personnes dans leur domaine, puis lui, c'est le meilleur dans le coaching. Fait que ça permet vraiment d'avoir ça, puis d'optimiser la chose de l'athlète. Là. Je pense que ça devient intéressant de voir qu'au niveau que tu es, parce que toi, dans le fond, tu as compétitionné à haut niveau Ouais, à l'international. international. Fait que, tu sais, autant dans tes études que dans ton sport de pratique, c'est hyper spécifié. Mais pour, mettons, des coachs généraux comme nous, ben on prend ça en. Tu sais, ce que tu dis, on le fait déjà à un certain niveau. Mais le fait de voir qu'à une échelle extrême, tu as besoin d'avoir une personne compétente par petite sphère. Ouais. C'est tellement intéressant de voir que tu peux aller dans le général, mais tu peux aussi aller dans l'hyper spécifié, puis que ça dépend de l'objectif du client. Oui, puis aussi, je pense que, mettons, être un généraliste, c'est une spécialisation en tant que telle. Ouais. Là. C'est que tu es quand même calé sur pas mal d'affaires. Ton but, c'est de connaître un peu tout pour être capable de guider. Là. Mhm. C'est un peu comme un médecin généraliste. C'est Ben, ça. c'est ta première fenêtre, puis c'est lui qui va te guider un peu sur quoi faire. Puis si tu as besoin d'aller plus loin, ben, il y a des personnes ressources pour ça, mais ouais, super intéressant. Tu sais. Ça sonne moins cool, par contre, un généraliste. T'sais. Moi, je pense à un mécanicien ou généraliste. Genre. Ouais. Non? Ben, c'est différent. Comme tu dis, c'est qu'on a capacité de voir l'ensemble, là, tu sais, versus, mettons, plus une vision tunnel de moi, je suis juste spécialiste en l'anatomie du coude. Je vais être excellent dans le coude, mais si tu me parles Mais de genoux, Il est où ton certificat pour ça, Phil? je peux t'en imprimer si tu veux sur Canva. Copy-paste. Parlant de certificats, moi j'ai une question qui tue. Ouais. Étant kin, Ouais. est-ce que tu nous détestes? Je sais pas ce que vous faites là. Vous avez vraiment une mauvaise vision, mais c'est un super bon point. Je dirais que c'est... Puis j'ai une opinion qui est assez, comme un peu particulière là-dessus, où je vois ça d'un œil particulier, dans le fond. Ben, tu sais, Phil, on a eu la chance de travailler ensemble, fait que je pense que si je pensais que tu étais vraiment trash, ça serait jamais passé. Je pose la question en sachant un peu la réponse. Ouais. C'est ça, ça aide un peu. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons d'atteindre des connaissances. Je pense qu'il y a des contextes spécifiques où avoir fait un bac, l'aspect plus clinique est super important. Tu sais, quand on rentre plus dans des troubles métaboliques, certaines maladies, tout ça, d'avoir quelqu'un avec vraiment une garantie, entre guillemets, de background scientifique, c'est super pertinent. Puis aussi, en fait, ce qui est super compliqué, par contre, avec la chose, c'est où que tu mets la ligne. Parce que je pense qu'il y a des coachs qui n'ont pas de diplôme de kin qui sont super bons. À l'inverse, je pense qu'il y a des kin qui connaissent juste leur théorie de base puis qui vont pas être des bons entraîneurs, préparateurs physiques non plus. Mais pour moi, c'est un peu... D'un côté, ce serait bien de venir encadrer la profession. Le fameux ordre de kin qu'on souhaite avoir depuis longtemps pour que ça soit des actes réservés, que t'assurer que ce soit fait dans les bonnes affaires. Je pense que c'est important dans une société, quand tu joues avec la santé des gens, de savoir que la personne ne fait pas n'importe quoi. Mais après ça, de dire « Hey, il y a un ordre, la prescription d'exercice est réservée au kin. » Tous les coachs qui étaient là avant, ciao, bye, bon courage. Je trouve ça rough. Mais c'est sûr que je me demande si c'était déjà le cas. Est-ce que, mettons, c'est une optique que vous aurez pris, vous serez-tu allé faire un bac en kin parce que c'est ce que vous vouliez? Peut-être. Je pense que les études font pas tout, ça fait pas les compétences des gens. C'est sûr que ça permet d'avoir un certain acquis qui est comme commun. Mais si on le voit, mettons, en Europe, où il y a plus qu'une avenue pour devenir un préparateur physique, tu peux, oui, aller à l'université, mais tu peux aussi faire d'autres formations qui sont reconnues par l'État. Est-ce qu'il y a peut-être un in-between à avoir, quelque chose comme ça? Ben, pour répondre vraiment à la question directement, moi, je pense qu'il y a des coachs sans diplôme qui sont excellents, comme je peux penser qu'il y a des kin avec un diplôme qui ne sont pas nécessairement les meilleurs dans un certain domaine. Puis je pense que c'est toute une question de connaissance, comment tu agis avec le monde, comment tu te comportes avec. Puis à la fin, on travaille d'humain à humain. Là. Fait que si tu as les connaissances appropriées pour m'aider, pourquoi tu ne serais pas considéré comme étant un bon coach? J'adore sa réponse. Ouais, moi aussi. C'est tellement comme... C'est neutre, mais en même temps, ça donne objectivement une réponse. Ouais, mais je pense que c'est important. Là. On peut se le cacher. Là. Si du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous bullshit, là, puis en fait, c'est ça surtout le gros combat. Là. Moi, en tant que kin, avec le code de déontologie que je signe, tout ça, puis les connaissances scientifiques, je peux pas me permettre de vendre du rêve à des clients. Mais tu sais, il y a un coach sur Instagram là, qui est coach juste parce que lui, il a une bonne shape. Là. C'est juste parce qu'il a réussi,
t'autoproclames coach de la recette miracle, puis qui te dit tu vas perdre 30 livres en 2 semaines. Puis là, tu fais ton calcul, là, calorie-wise. T'es comme, c'est pas très réaliste ni très sain. C'est ça. Faudrait que tu manges pas puis que tu fasses 2 heures de cardio par jour. Est-ce qu'on va recommander ça? Pas vraiment. Mais c'est sûr, fait que ce genre d'affaires-là doivent être encadrées, mais c'est important aussi de faire confiance au monde, donc qui en peut avoir confiance. Mhm. Ce qui est très triste, par contre, ça, je tiens à le mettre devant la caméra, c'est que ce gars-là qui fait perdre 30 livres artificiellement en 2 semaines, il fait plus de cash probablement que nous 3 combinés. Ah ben oui, mais parce que le monde a le goût d'entendre ça. Le monde a le goût de se dire « Hey, ça va être facile, tout ça », mais tu sais, le nombre de fois que j'arrive, quelqu'un arrive dans ma salle de consulte, puis comme « Hey, tu sais, je veux vraiment perdre du poids rapidement. » Je suis comme « Ben, c'est pas réaliste. » Puis tes 2 premières semaines, quand tu vas voir, ça va être de l'eau que tu as perdu, puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment dur. Puis l'autre, tu as des études, entre guillemets, remboursées. Tu n'as pas fait plusieurs études pour être payé au salaire minimum. Là. Fait que tu charges quand même un montant qui est conséquent. Puis à côté, l'autre, ben, il n'y a pas de qualification, il fait ça sur son temps, il envoie le même plan copier-coller. Il peut se permettre de vendre un plan à 10$. Là. Ouais. On exagère peut-être un peu, mais c'est quasiment ça. Là. Puis à côté, résultat on top pour le tiers du prix. Puis là, ben, c'est des résultats théoriquement moyens, puis en plus, c'est cher. Mhm. Pourquoi j'irais là-dedans? Les valeurs. Ouais. C'est ça. Puis là, on a parlé un peu du fait qu'on ait travaillé ensemble. Ouais. J'aimerais... Parce que là, moi, je suis pas bon dans les... Je pense que c'était dans ton off-season, pas l'année passée, l'autre. Ça a-tu du sens? Oui, ça fait du sens parce que c'était avant que... Ouais, avant que je me concentre sur plus de bike, juste pendant un off-season de tri. Puis, ouais, c'était pas mal, je pense que c'est ça, il y a 1 an et demi, 2 ans. Puis à la base, pourquoi t'es venu nous voir? Et ça faisait longtemps que je voyais un peu votre contenu, tout ça. Puis à ce moment-là, j'avais le goût un peu de changer d'air, de juste tu sais, aller au gym, me concentrer là-dessus, puis avoir une approche vraiment spécifique là-dessus. J'aimais bien le discours, j'aimais bien un peu, tu sais, je voyais que c'était comme une approche qui était justement scientifique, qui correspondait à mes valeurs. Puis de toute façon, je me suis dit, tu sais, au pire, si je vois que c'est vraiment pas bon, je le saurais. Puis j'avais comme le goût de déconnecter, de voir quelque chose qui est complètement hors de l'univers dans lequel j'étais. Fait que ça me tentait d'essayer autre chose, puis j'ai pas mal aimé ça. T'as aimé ça, ouais? Ouais. C'est quoi que tu as aimé spécifiquement de travailler avec Phil? Je suis curieux. Ben, tu sais, ça m'a amené je pense que c'est la remise en question. Mais en fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est que Phil, t'as une certaine comme naïveté, mais qui est positivement, là. Dans le sens que... ben, C'est pauvre. Je t'écoute. T'es comme... Tu penses pas que tu sais tout, mais t'es curieux d'apprendre tout. Ouais. Fait que, tu sais, c'est drôle, là. Justement, on parle de... Je suis arrivé avec un handicap, puis probablement que j'étais comme la première personne avec qui tu travaillais avec une situation comme ça. Mais tu sais, t'es comme, go for it, on va voir, puis au pire, on s'adapte, là. Mhm. Fait que, tu sais, puis j'aimais vraiment ça, cet aspect-là d'échanger, de pouvoir, moi, me remettre en question, tu sais, challenger, puis de voir un peu où ça mène. C'est très nice parce que je prends le terme naïf du bon bord, là. Puis c'est vrai dans le sens que moi, j'ai toujours dit, genre, c'est jamais... Tu sais, le coaching, c'est jamais une relation unidirectionnelle. Là. Dans le sens, j'en apprends autant, ou, tu sais, mettons, à un certain niveau que le client. Là, dans le sens, j'apprends sur sa job, handicap, sur sa manière de fonctionner, sur sa manière de penser. Fait que, genre... C'est une chose que j'aime beaucoup de la job aussi, c'est d'échanger puis le partage de connaissances, là, même si c'est pas... mettons, c'est moi qui parle de coaching, mais tout le reste, tu peux m'en apporter pas mal aussi. Moi, ce que j'adore, c'est exactement ce que Phil vient de dire, c'est que souvent, on apprend plus de nos clients que nous y apprend d'eux. Je viens de scraper ça solide. J'apprends beaucoup de mes clients. Je suis sûr que Phil, c'est la même chose aussi parce que moi, des fois, j'explique ça à du monde. Chacun de mes clients, c'est comme des expériences scientifiques. Ouais. J'apprends, puis c'est un projet, puis c'est le fun. C'est comme si tu mets en place des choses, puis autant qu'on connaît nos affaires, on peut tester un peu, tu sais. Comme je suppose que vous aviez fait beaucoup de testing ensemble pour trouver une méthode. Il a créé son propre système avec toi, sûrement, tu sais. Ouais. C'est ça qui est intéressant de voir, que il n'y a pas une réponse, c'est très organique. Ben, c'est aussi que c'est qu'on finit par comprendre qu'il n'y a pas un humain qui marche pareil. Là. Fuck all. Fait que c'est ça aussi, c'est qu'on apprend, mais tu sais, où est-ce qu'on en est rendu, mettons, il y a des cas qu'on fait que là, c'est comme, ça va, là, mais qu'on aurait fait au début, il y a 5-10 ans, qu'on aurait été, what the fuck, comment je gère ça, tu sais, juste par, justement, l'expérience, puis des affaires que tu peux pas tout le temps apprendre par des livres, tu sais. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'aime dire que le coaching, c'est
t'es basé sur la science, mais le coaching en tant que tel, c'est un art. Il faut quand même go with the flow un petit peu, voir un peu où ça te mène. On est bon pour se faire des petits plans là, de OK, dans 6 mois, on se voit là. Puis là, ça dérape d'un côté ou de l'autre. Des fois, c'est des bonnes surprises aussi. Là, fait que c'est important d'être capable de s'ajuster aussi. Là. Je remarque ça, toi, t'es quelqu'un qui est très coachable, très ouvert d'esprit. Oui, mais je dirais quand même, j'aime ça apprendre, j'aime ça voir un peu ce que les autres font. Je pense que c'est la fameuse on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais moi, je vois ça un peu au-delà de ça. Chaque personne, chaque relation, chaque discussion, je pense qu'il y a tout le temps quelque chose à en tirer. Là. Ça n'a pas besoin d'être tant deep de c'est de la philosophie, là, la vie, là, puis ce que tu as dit, ton souper était bon hier, c'est une métaphore de la vie. Mais je pense que dans chaque relation qu'on développe, il y a quelque chose qu'on peut apprendre, une vision différente qu'on peut voir. Puis ça permet en fait de se construire un peu notre opinion. Puis si on prend justement le domaine dans lequel je travaille, la science du sport, c'est quelque chose qui est quand même super jeune là, quand tu prends le big scheme of things. Hein. Fait que si on pense qu'on a la vérité absolue aujourd'hui, on va pas aller plus loin. Il n'y a pas de record du monde qui vont se faire. Puis le sport est fini. Ouais. C'est quand même très profond. Puis c'est con à dire. C'est-tu des fois, t'as-tu déjà été confronté à ça un petit peu de comme. Sais-tu réellement ce que tu fais? On a posé la semaine passée à notre autre invité. Sais-tu réellement ce que toi tu fais ou tu y vas au fur et à mesure dans ce que tu fais? J'ai un énorme imposter syndrome. Là, de quand que ce soit un collègue ou un athlète ou un client qui me demande quelque chose, je donne la réponse, je suis comme, t'es sûr de ça avant de le dire? Là? Puis je pense, globalement, je me base sur mes acquis, mettons que j'ai, mais oui, ça arrive des fois que t'es comme, I don't know what I'm doing, on essaie des trucs. Puis tu essaies d'être transparent avec la personne. Hey, on va essayer quelque chose. Si ça marche pas, voici vers quoi on peut se diriger. Mais je pense que si on n'essaie jamais rien de nouveau ou de dévier un petit peu des chemins ou de rester juste by the book, ça peut. On progresse pas de même. Nice. Pardon. Ben, en étant un très coachable, là, genre, tu as dit qu'il avait l'air, puis 100%, je confirme. Chaque fois qu'on testait quelque chose, tu voulais savoir le pourquoi du comment, puis moi j'adorais ça parce que justement ça permet d'expliquer un peu puis de travailler avec quelqu'un qui qui connaît ça, puis de deux qui est intéressé à savoir, mettons, le pourquoi du comment. C'est fucking intéressant. Puis toi, dans ta pratique, c'est sûr que ça l'aide aussi dans le sens que justement t'es comme ouvert. Là. Ouais, ben, je pense que c'est très important. Là, c'est ce que je dis, ce que je parle souvent avec des collègues ou quoi que ça. Je dis, ça serait plate si je savais tout à 26 ans. Là. Si ma vie avait piqué, puis là, j'étais comme au top de mon brain puis de mes capacités that's it, là, je pense que je ferais dur longtemps. Là, dans 30 ans, là, quand tout va avoir changé puis qu'on va se rendre compte que ce qu'on fait, c'est peut-être pas idéal. C'est important. Puis je pense aussi, justement, dans la vie de tous les jours, de se remettre en question puis de vouloir progresser là, sur le chemin du sommet. Si tu veux y aller, ben t'as pas besoin, t'as pas le choix de prendre des petits chemins qui sont différents. Il n'y a pas une route qui est tracée directe. 100%. Parlant de... T'allais dire quelque chose, vas-y. Ben, je voulais juste revenir au fait que, des fois, moi, je me souviens, un moment donné, je voulais le faire, là, des programmations sur 6 mois. Puis, vraiment tracer, mettons, en première rencontre, deuxième rencontre avec le client après l'hiver, dire, OK, dans 3 mois, tu vas être là, dans 2 mois, tu vas être là, puis dans 6 mois, tu vas être là. Puis, je me suis rendu compte crissement vite que ça marchait pas avec le commun des mortels. Mais je suis curieux, mettons, sur une équipe nationale, internationale, paralympique, à quel point, mettons, t'as dit un peu que ça le faisait pas, mais j'imagine que ça se fait plus qu'avec monsieur, madame, tout le monde. Dans les deux cas, je dirais que ça se fait pas mal. Sport d'endurance, c'est quand même, t'as quand même des qualités et des moments où tu veux piquer. Fait que t'as pas le choix de les inclure là-dedans. Là. Tu sais que les essais olympiques, paralympiques, c'est ta compétition A, c'est là que tu vas être sélectionné. T'as besoin d'un pic là. T'as les jeux après, mettons, t'as pas le choix de piquer à ce moment-là. Fait que ça permet quand même de définir un petit peu des blocs de travail. C'est quand tu vas te reposer, c'est quand tu vas travailler. Par contre, après, puis aussi les athlètes de haut niveau, souvent t'es rendu comme dans l'optimisation de petites affaires. Fait que d'aller les travailler petit à petit. On avait tout le temps comme, mettons, on avait une planification qui était là déjà sur 4 ans, là, ton cycle paralympique. Puis après ça, tu sais, à chaque année, on faisait comme un yearly review. On revenait un peu sur qu'est-ce qui a été fait cette année, comment ça a progressé, on est-tu on track ou pas, puis vers où ça se dirige un peu de ce côté-là. Fait que c'est quelque chose qui est quand même important. Puis aussi, tu sais, même affaire, je donne un exemple, je travaille avec des athlètes en course à pied. Ben, s'il me dit, je veux faire le marathon de Montréal, mettons, en septembre, puis on commence en janvier,
ben je sais que j'ai pas mettons, il part de pas beaucoup. Tu sais, je le sais qu'il n'y a pas le choix d'avoir un certain volume à 1-2 mois avant la course. Fait que je dois quand même me tracer une direction. Mais des fois, oui, l'athlète va progresser plus vite que prévu. Des fois, il va avoir des imprévus dans sa vie, fait qu'il va devoir tout changer de plan. Fait que c'est super rare que j'ai comme un plan qui était là au début, qui est resté jusqu'à la fin. Mais je pense que donner une ligne directrice, des checkpoints, ça, c'est super important par contre. OK, nice. Moi, j'allais continuer. T'avais-tu fini? Ouais, vas-y. Cool. Je parle plus, Esti. J'ai fini. Tu nous as mentionné tantôt que tu as un handicap. Ouais. Comment est-ce que ça l'a impacté autant ta carrière puis ton développement dans les dernières années? Ouais. Ben, je dirais que, mettons, si on le voit un peu sur 3 axes, la vie de tous les jours, la carrière sportive, puis l'aspect un peu plus, tu sais, ma carrière, je pense que ça a aussi eu un impact là-dessus. Fait que dans la vie de tous les jours, honnêtement, je l'ai jamais vraiment considéré. C'est pas quelque chose qui m'a impacté. J'ai grandi avec ça, mais pour moi, c'était comme une réalité, genre, je peux moins plier mes genoux, comme quelqu'un a moins de flexion au niveau du coude, quelqu'un a mal au dos, peu importe. On a toutes des différences, puis ça, c'était ma différence. C'était juste ça, je pouvais pas m'asseoir en indien à l'école à terre, là. J'avais les jambes tendues comme ça se peut pas. Il y a des... Mais à part ça, tu sais, ça dérangeait pas. Moi, je l'ai jamais vu comme vraiment un handicap. Ça, c'est vraiment drôle parce que quand j'ai commencé à compétitionner du côté paralympique, en fait, c'est une coach qui m'a mis en contact un peu là-dedans dans le processus parce que moi, j'avais aucune idée pour à ce moment-là, comme c'est quoi la natation paralympique. Puis moi, dans ma tête, les Jeux paralympiques, mettons, c'est du monde juste en chaise roulante à ce moment-là. Avant que j'apprenne que oui, il y a énormément de handicaps qui sont tous considérés. Puis, tu sais, même mes parents, ils n'ont jamais nommé ça vraiment un handicap. Puis c'était peut-être un peu justement par naïveté encore quand j'étais plus jeune. Puis eux, ils n'étaient pas très plongés là-dedans. Puis ils le voyaient pas aussi comme ça. Puis c'était comme une belle naïveté qui a fait en sorte que j'y pense jamais. Je m'en souviens un jour, il y a comme des amis qui m'ont droppé chez mes parents quand j'étais jeune. J'arrive là, puis on habite au 3e étage avec des escaliers. C'était comme, tes parents ont pris un appart avec des escaliers alors que tu as un handicap. J'étais comme, ouais, c'est vrai. Comme, ça aurait été plus facile sans. Mais le fait que moi, je l'ai jamais vu, eux l'ont jamais vu, c'était comme, ben, ça m'a forcé à prendre les marches, à être plus actif, à trouver des manières plus de steps, de prendre des manières de fonctionner différemment. Tu sais, si je me serais rabattu un peu sur la cause, puis, oh non, j'ai besoin d'un ascenseur, oh non, j'ai besoin de ça, peut-être que j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Mais je suis conscient aussi que c'est quand même, tu sais, c'est une limitation. Moi, je vis très bien avec. Elle m'affecte peu au quotidien. Je suis le premier à en faire des jokes, là. Je travaille justement avec un groupe d'athlètes collégiales, puis je leur ai fait un concours au début de l'année. Celui qui sort la meilleure blague de genoux à la fin de l'année. Puis pour elle, ça dégêne le monde tout de suite. Tu sais, ça part. J'aime ça me présenter en disant « Salut, moi c'est Hicham, j'ai pas de genoux. » Juste pour comme, tu sais, enlever l'awkwardness de « Hey, pourquoi tu boites un petit peu? » Puis le monde ne veut jamais poser la question parce que c'est un sujet qui est quand même sensible dans la société. Mais pour moi, ça allait zéro pin barre. C'est comme j'ai un grain de beauté là, ben j'ai pas de genoux. Fait que ça fait partie de ça. Puis après ça, ben, je dirais que le gros impact, par contre, a été dans ma carrière sportive. Quand on nage, en fait, dans le sport paralympique, il y a des catégories d'handicap. Il n'y a pas 2 chams. Il y a plusieurs personnes qui ont de l'arthrogrypose, mais elles nagent pas toutes nécessairement. Puis ça ne s'affecte pas toutes de la même façon. Si tu tapes arthrogrypose en ligne, j'ai jamais vu un cas qui ressemble à moi. Fait que pour catégoriser les athlètes, en fait, il y a une classification. Fait que c'est des tests qui sont faits, des tests un peu médicaux. OK, c'est quoi ton range of motion de l'épaule? C'est quoi ça? C'est quoi ta force? Fait que c'est comme des codes de 1 à 5, ça te donne un score. Il t'évalue dans ton sport après, puis ça te donne une catégorie. Dans cette catégorie-là, tu es censé compétitionner avec du monde avec un handicap similaire à toi, là, qui est censé affecter de la même façon. Mais comme c'est un milieu qui est encore super jeune, c'est un système qui évolue constamment. Puis j'ai eu des classifications qui étaient plus challengeantes, où, mettons, ils ont essayé vraiment d'aller chercher un range of motion, si j'ai fini blessé de ça. Ou des fois, ben, si, mettons, tu refaisais 10 fois une classification avec un classificateur différent, tu aurais potentiellement 2 ou 3 classes différentes. Puis ça peut make or break une carrière. Parce que si je tombe sur une classe qui est un petit peu plus compétitive, je me qualifie pas, mettons, pour une équipe nationale, versus sur l'autre catégorie, je serais sur le top 3 mondial.
Fait que ça a quand même un gros impact de ce côté-là. Je pense que je l'ai eu un peu malchanceuse, entre guillemets. Là. Puis après ça, c'est dur à dire. T'sais, on sait pas c'est quoi la vraie réalité. C'est sûr que. Puis après ça, on rentre tout le temps dans la comparaison. Mhm. Puis c'est vraiment drôle parce que autant je me compare jamais dans la vie de tous les jours de hey, mon handicap par rapport à hey, Phil, là, il est chanceux, il bouge comme du monde. J'ai jamais ça dans la vraie vie, mais t'arrives en milieu compétitif, t'es comme, comment ça, lui, il est une catégorie plus bas que moi alors qu'il est plus fonctionnel. Ah, je l'ai vu, il kick plus que moi. Puis après ça, t'as tout l'aspect, malheureusement, de triche, en fait. On parle du dopage dans le sport générique, mais c'est quelque chose, la triche en classification. Une mauvaise journée, t'as un score bas, puis après ça, tu le gardes tout le temps, puis ça change pas. Fait que c'est sûr que ça vient affecter un petit peu le milieu. Puis je dirais que c'est là où j'ai ressenti plus mon handicap quand tu rentres dans cet aspect-là de comparaison. Mais après ça, tu t'y fais puis tu te dis, ben, j'ai pas le contrôle là-dessus, fait que tu passes à autre chose. Puis ben, finalement, je pense que mon handicap a aussi eu un impact sur ma vie de tous les jours parce que d'étape à étape, si peut-être j'avais pas été en natation, j'aurais pas eu cet amour-là pour le sport. Après ça, j'aurais pas été dans l'équipe nationale, j'aurais pas rencontré Myriam, j'aurais pas eu envie de faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais pharmacien puis je serais déprimé à donner des pilules derrière un comptoir. Là. Mais pour vrai, aujourd'hui, j'ai une chance que j'ai jamais fait ce chemin d'études-là. Mais peut-être que si j'avais pas nagé, je l'aurais fait. Puis peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été malheureux. Peut-être que ça aurait été ma passion aussi, mais you never know. Fait que je pense que ces petites affaires-là ont décrit un peu où j'en suis aujourd'hui, qui je suis, même si ça fait pas toute mon identité. C'est tellement une belle réponse que tu viens de dire. C'était complet en tabarnak. T'as-tu préparé ça avant de venir? Non. Il récitait dans son char. Vu que t'as manqué à la sortie, tu as eu le temps de... Ah, c'est vrai, 20 minutes là, à juste penser à cette réponse-là. Mais une couple d'affaires que, tu sais, question qui me popait, puis là, tu répondais. Mais tu sais, mettons justement l'aspect de triche. J'étais genre, ouais, clairement. Mais là, tu as dit que ça évoluait aussi beaucoup, vu que c'était relativement récent. T'as-tu, mettons, des exemples de cette évolution-là que tu as vue dans les critères de test pour que ça soit un peu moins subjectif? Ben, en fait, ça, c'est tout le temps dur. Parce que, en fait, tu es jugé par des personnes. Mettons, pour mesurer la force, c'est vraiment hey, appuie ta main sur la mienne. Ah ouais. Mais tu sais, de un, je peux comme le faker un peu. C'est tough, là. Puis il faut que tu aies les guts de le faire, là. Mais, tu sais, c'est comme de 1 à 5. Mais tu sais, toi, tu le sais, mettons que j'ai une différence entre mon bras gauche et mon bras droit. Ouais. Puis là, c'est comme, j'ai un handicap du côté droit. Tu me cotes 5 à gauche puis 5 à droite. Je suis comme, ben, il est clairement pas parfait, là. Fait que, mais il essaye vraiment de venir standardiser un peu la chose entre tous les différents classificateurs, mais je le sais qu'il y en a qui sont connus comme étant plus sévères que d'autres, d'une certaine façon. Fait que ça, la chance de tomber sur, mettons, un bon, peut-être que tu as une bonne journée, puis hey, that's it. Mais... fait qu'encore à ce jour, c'est encore des tests oui, ben c'est ça, tu sais, puis de l'observation dans l'eau, mais tu sais, c'est censé être comme, mettons, 5, c'est complètement fonctionnel, 0, c'est t'as pas de bras, mettons. 3, plus, mais tu sais... C'est parce que moi, j'imagine quelqu'un comme force. Ouais, c'est ça, bon. On attend que tu forces. C'est parce mais que tu sais, t'as automatiquement 0 sur les membres que t'as pas. Mais tu sais, puis après ça, t'as aussi le défi de... Tu sais, je suis persuadé que tu m'amputes des jambes à cause de mon handicap, j'aurais été plus rapide dans l'eau, parce que j'aurais eu du ça de moins à traîner. Mais je te jure, là. Non, mais tu sais, tu passes... Puis là, t'es comme... C'est pour vrai, c'est ce genre d'affaire-là qui te passe par la tête quand tu parles à des athlètes paralympiques. Puis on a tout le temps cette discussion-là. Hey, je serais plus rapide si on me coupait les jambes, mais là, mes jambes gagnent des points, alors que ça serait 0. T'as déjà pensé à fuck off, esti? Non, mais tu sais, c'est là où t'es comme, hey, là, je peux pas croire que je suis en train de penser à comme, hey, si je m'amputais les jambes, je serais vraiment meilleur. Tu t'es-tu rendu là pour vrai? Non, jamais. J'espère que... Mais... J'ai une question, excuse-moi. Y a-tu ri de même quand tu l'as rencontré au début? Ouais, je dis salut, moi c'est Cham, j'ai pas de genoux, il a fait ça. Je l'ai vu marcher, je me suis mis à rire direct. Mais... ouais, fait que... Mais tu sais, c'est comme ça, tu rentres dans des genres de petites contradictions de même, ben là, tant qu'à faire, je sais pas. Ouais. Mais... Fait que tu sais, c'est tough, puis aussi, c'est juste de... À quel point tu es capable de comparer quelqu'un qui a une paralysie cérébrale à quelqu'un qui a une amputation. Mm-hmm. Tu sais, on essaye de faire des scores, là, mais... c'est tellement tough, là. C'est tellement tough, mais il faut bien que tu classifies le monde un peu dans des... Puis là, mettons, les tests, c'est de 0 à 5, genre. Ouais. Est-ce que les catégories, c'est de 0 à 5 aussi? Non, en fait, mettons, en natation, tous les sports sont différents. Fait que là, je peux donner l'exemple de la natation du tri, parce que c'est comme deux choses pas mal différentes. En natation, ça va de S1 étant la catégorie avec l'handicap le plus lourd, à S10, l'handicap le moins lourd. Ça, c'est physiquement. Après ça, tu as des spécificités, mettons, crawl, dos, papillon,
brasse, qui est une catégorie à part, puis 4 nages, qui est une autre catégorie à part. Après ça, tu as les handicaps S11 à S13, qui sont des handicaps visuels, donc dans leur catégorie, puis S14, qui est une déficience intellectuelle. OK. Fait que tout le monde est comme séparé de même. Mais là, tu arrives... en fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais, puis 1 à 5, des fois c'est 1 à 3, des fois c'est 0 1. Ça dépend, mais en fait, il accumule tous tes points. Puis là, ça dit, mettons, si t'es entre... Puis je dis des chiffres vraiment au hasard, je m'en souviens plus, mais si t'es entre 280 puis 350 points, c'est des braquettes plus petites que ça, t'es dans telle catégorie. Si t'es entre ça et ça, t'es dans telle catégorie. Si t'es entre ça et ça, t'es dans telle catégorie. Puis après ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a aussi des points associés, mettons, à la partie nager. Parce que, OK, tu peux avoir, mettons, oui, tu as des jambes, ça, mais est-ce que comment ça t'affecte dans l'eau différemment que sur un bench médical? Fait que là, il ajoute plus ou moins, ou il ajoute ou il enlève des points par rapport à ça, puis ça donne ta classe définitive. Fait que là, tu sais, moi, c'est ça qui s'était passé, en fait. J'étais classé comme S8, mais j'étais la ligne. Fait que j'étais comme le S8 le plus bas possible. Mais tu sais, ça aurait pu être legit de m'enlever un point, mais là, j'aurais été le S7 le plus haut, pas mal, puis j'aurais été vraiment, vraiment compétitif dans cette catégorie-là comparé à là où j'étais. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu un petit peu de ce côté-là, puis tu penses, puis ça. Puis mettons, si on compare dans d'autres sports, par exemple le triathlon, où là, ben, en fait, les catégories sont un petit peu plus tight, fait que ça va... pour les handicaps physiques, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle PTS, fait que Para-Triathlon Standing. Fait que c'est tous ceux qui peuvent courir debout et faire du vélo avec un vélo normal. Normal étant possiblement adapté. Et après ça, tu as PTWC, fait que c'est Para-Triathlon Wheelchair. Fait que c'est les athlètes en chaise roulante, vélo à main, puis chaise roulante de course. Wow. Donc, on est séparés. Puis après ça, il y a les handicaps visuels qui, eux, sont accompagnés d'un guide. Ben là, si on rentre dans le PTS, fait que là où j'étais, ça part de 2 puis ça va à 5. Fait que c'est comme la moitié du range. Puis là, à ce moment-là, moi, j'étais classifié comme PTS 3. OK. Fait que, mettons, en triathlon, j'étais dans les handicaps les plus pires handicaps, alors qu'en natation, j'étais quand même vers le haut du range. Fait qu'on voit que c'est aussi dépendamment du sport, t'es impacté différemment. Fait que autant j'étais comme plus handicapé parce que la course, mettons, c'est un plus gros enjeu, le vélo par rapport à d'autres. Alors qu'en natation, c'est quelque chose qui est moins dur parce qu'on est dans un environnement sans gravité et tout ça. Puis cette classification-là, elle se fait genre aux 4 ans ou elle se fait à quelle fréquence? En fait, de base, si tu as un handicap qui est considéré comme progressif, fait que c'est un handicap qui peut empirer dans le temps, tu es censé avoir un review dépendamment de ce qu'ils définissent, fait que ça peut être aux 2, 3, 4 ans, dépendamment de ce qu'ils jugent comme étant nécessaire. Sinon, tu as une classe qui est confirmée quand tu fais ta classification internationale. Parce que tu commences au niveau provincial, ensuite tu vas au national, puis là à l'international. Elle est censée être confirmée. Par contre, en fait, si le système change, fait qu'il décide de changer des trucs, tout le monde doit y repasser. OK. Fait que je dirais qu'en natation, mettons, même après mon confirmé, j'ai dû en avoir une autre. Puis en triathlon, là, j'avais été confirmé, puis il n'y a pas eu de changement depuis, fait que j'ai pas besoin d'en avoir une. Mais si, mettons, il y a un changement, puis je veux recompétitionner à l'international, je dois y repasser. OK. Puis au niveau de ton handicap, dans le fond, ça t'a impacté comment au niveau de la nage puis du triathlon? Ouais. Ben, en fait, au niveau de la natation, je dirais que c'est vraiment comme, mettons, de la force générale. Fait que j'ai beaucoup moins de force dans les bras, dans les jambes, surtout dans les jambes. Là. Si tu me mets une planche puis juste du kick, je suis vraiment là. Si on prend un pull boy, là, les genres des momos là, que tu trouves dans la piscine, je suis plus rapide avec ça entre les jambes que si tu me laisses utiliser mes jambes. Wow. Mais ça, je peux pas l'avoir en compétition, malheureusement. Mais fait que ça m'impactait surtout au niveau du bas du corps, mes virages. Au lieu d'être en petite boule, j'étais en position carpée. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis après ça, c'est vraiment l'aspect force, mobilité qui allait impacter dans certains styles de nage. En triathlon, là, ça demandait quand même quelque chose de différent parce que je dois avoir un vélo adapté. En fait, mes bras de pédalier sont vraiment plus petits. Un bras de pédalier classique, c'est autour de 165 à 175 mm. Le mien fait 100 mm. Fait que c'est vraiment petit, ça spin vraiment beaucoup, mais j'ai besoin d'avoir ça qui est adapté sur mon bike. Wow. Après ça, tu sais, natation, ben, ça reste de la natation, pas vraiment d'adaptation de ce côté-là. Puis au niveau, après ça, de la course à pied, c'est quelque chose qui est plus dur parce que j'ai pas cette flexion vraiment pour monter ma jambe. Mes hanches sont plus faibles, tout ça. Fait que je fais comme ma jambe passe un peu sur le côté. Puis c'est là où ça met en fait vraiment plus d'impact. L'impact au sol est vraiment plus grand par rapport à une personne qui court normalement. Fait que je dirais que c'est ça un peu les différences, les nuances entre les deux sports, comment ça m'impacte. Puis, dans le fond, par rapport à ça, je comprends clairement qu'il y a certaines structures qui ont été plus endommagées que d'autres.
100%. Puis tantôt, on en parlait un petit peu. Là, je ressors d'une grosse blessure qui a duré pas mal 1 an. Là. C'était vraiment dur à soigner. C'était une inflammation au niveau des métatarses du pied. Fait que justement, ben, en venant avoir cet impact-là, en frappant avec ma jambe, ben, je mets vraiment plus de stress mécanique sur mon pied. Puis ça a créé cette inflammation-là qui ne voulait pas partir. Puis en fait, ce qui a été super difficile avec la guérison, c'est que juste en marchant, juste en étant debout, j'ai ce stress additionnel-là qui est mis sur l'avant du pied. Puis c'est pour ça que ça guérissait vraiment, vraiment lentement. Fait que, tu sais, renforcement de ce côté-là, tout ça, mais c'est ça, tu sais, il va y avoir un impact. Puis là, on parle de la pratique, de l'activité physique, mais tu sais, juste dans la vie de tous les jours, tu sais, on parle, si tu veux lever une boîte, on n'arrête pas de dire que tu dois faire un squat. Ben, moi, j'ai pas le choix tout le temps. Tu sais, je fais mon demi-squat, puis là, je triche avec mon dos. Aujourd'hui, ça va, j'ai 26 ans, je suis en santé, c'est pas trop pire. Mais tu sais, on en reparle dans 20-30 ans, là, quand je vais devoir lever la même boîte puis que je vais finir avec une hernie discale. Tu sais, c'est un challenge, puis penser à ce côté santé-là aussi, c'est super important maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait quand même peur par rapport à ça? Est-ce que ça te force à essayer de trouver des solutions ou d'étudier par rapport à ça? Pour vrai, avant, j'ai jamais vraiment pensé. Tu sais, comme je disais, là, mon handicap me passait rarement dans la tête hors de mon sport. Mais tu sais, tu te rends compte, tu penses à ça. Hey, est-ce que plus tard, ça va être correct si j'ai des marches chez nous? Je vais-tu avoir besoin d'un ascenseur? Je vais-tu avoir besoin d'être tout sur un étage? Est-ce que je vais avoir une articulation qui va être scrap ou non? Tu sais, c'est des réflexions qui me viennent beaucoup maintenant, qui sont jamais venues avant, mais en fait, qui me donnent encore plus le goût de rester actif parce que j'aurais pas le choix de compenser au bout d'un moment d'une façon ou d'une autre. Fait que, c'est sûr, ça fait partie de la game, mais ouais, à voir aussi où ça mène, c'est peut-être que l'impact sera moins grand que je le pense. Wow. Vraiment profond. Puis, tu as parlé de la vie, la durée de vie de compétition, mettons, d'un nageur qui est typiquement relativement courte. Est-ce que niveau paralympique, c'est le même principe? C'est-tu encore plus court ou genre c'est similaire? Oui, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend. Ça dépend des sports, ça dépend des catégories même. En fait, souvent, si tu vas tomber dans des catégories plus basses en natation, fait que mettons entre S1 puis S5, ça arrive beaucoup plus souvent que c'est dû à des accidents. Mettons, tu as dû te faire amputer suite à un accident ou malheureusement un accident de voiture, paralysé, des choses comme ça. Fait que souvent, ces personnes-là pick up le sport vraiment plus tard puis sont capables d'avoir une durée de vie plus longue. Versus, je dirais que, mettons, en natation, sur des classes plus élevées, 7, 8, 9, 10, c'est super compétitif. Ça ressemble beaucoup à la natation générique. Puis quand je dis super compétitif, en fait, c'est que souvent, il y a beaucoup plus de monde dans ces catégories-là que dans les catégories plus basses où il y a moins de gens. Fait que ça donne un peu une nuance de ce côté-là. Mais fait que ça peut varier. Puis ça peut varier dépendamment du contexte, puis aussi comment tu as eu cet handicap-là. Moi, j'ai commencé ma carrière jeune. Je l'ai fini pas mal jeune aussi, mais à l'inverse, il y en a qui vont la commencer tard puis la finir plus tard. Quand je suis arrivé en triathlon, moi, je me sentais vieux dans la natation. Tu voyais les jeunes qui venaient puis commençaient à pousser derrière. Là. J'arrive dans le triathlon, je fais ma première série mondiale, je suis le plus jeune de genre 6 ans. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est une autre game. Puis souvent, le triathlon, en fait, dans le milieu para, c'est rarement le premier sport de la personne. Souvent, c'est quelqu'un qui vient d'une des 3 disciplines puis qui fait un switch. Fait que souvent, c'est des gens plus vieux. Puis là, tu sais, moi, je regarde le podium aux Jeux paralympiques dans ma catégorie. Tu sais, c'est au-dessus de 30 ans pour tout le monde. Fait que c'est quand même, ça te donne un peu un espoir. Puis tu te dis, hey, ma carrière n'est pas finie. Il y a encore the way to go de ce côté-là. Fait que c'est quoi, mettons, les prochaines étapes en termes de compétition? Pour moi, c'est revenir en santé. Là, je dirais que c'est vraiment la priorité. La dernière année, j'ai eu une grosse réflexion là-dessus. Tu sais, l'aspect bouger pour être en santé, bouger pour aimer ça, après avoir comme compétitionné. Mais je veux encore me laisser cette chance-là de potentiellement reperformer au niveau. Je vois où ça mène. J'aimerais ça refaire des triathlons compétitifs l'an prochain. C'est un peu sur ma carte. Mais là, on travaille avec mon entraîneur pour une remise en forme progressive, éviter de ravoir la même blessure, parce que c'est quelque chose qui va traîner et qui va être quand même difficile à gérer. Puis on espère peut-être au printemps prochain retourner, mettons, sur une coupe continentale ou quelque chose comme ça. Très nice. Puis tu sais, justement, mettons, des triathlons, je trouve qu'il y en a de plus en plus, ou c'est juste moi qui est plus dans le sport, là, mettons. Est-ce que Paralympique, ça suit ça, ou genre pas tant? C'est comme à quel point il y en a par année dans un niveau national, les gens? Oui, mais en fait, le triathlon paralympique, c'est un sport qui est super jeune.
si je me trompe pas, la première fois que le sport a été aux Jeux paralympiques, c'était en 2016. Damn, OK. Wow. Fait que tu as eu Paris, pas Paris, oui, ben là, tu as eu Paris, Ouais. il y avait Tokyo avant ça, puis Rio. Ouais. C'est les 3 seuls jeux où c'était. Quand on regardait autant Tokyo que Rio, il n'y avait pas toutes les catégories d'handicap qui étaient là au jeu, parce qu'il y en a qui étaient vraiment plus petites. Fait qu'il y en avait moins. Depuis Paris, en fait, le comité paralympique a fait en sorte que toutes les catégories sont éligibles maintenant. OK. Fait que ça donne vraiment plus de profondeur, puis justement, plus de monde sont amenés dans le sport petit à petit. Mais tu sais, c'est encore quelque chose à développer. Genre, mettons, aujourd'hui, la scène nationale au Canada est bien développée, mais il y a quand même pas énormément de nageurs, si tu vas de nageurs, de triathlètes, si tu vas au championnat canadien. Au provincial, il y a très peu de choses qui sont faites. Triathlon Québec est en train de travailler vraiment fort pour mettre en place des compétitions comme para-friendly, où les gens peuvent y aller. Tout ça, mais tu sais, comme le système d'identification, de gestion des talents au Québec est pas encore sur pied Mhm. parce qu'il y a toujours eu très peu d'athlètes, puis pas assez pour comme construire un système autour de ça. Mais tu sais, oui, puis fait que oui, c'est en croissance parce que le sport est en croissance du côté paralympique. Mais je pense aussi que le genre de phénomène de mode, entre guillemets, autour du triathlon va aider à ça aussi, c'est clair. Là. Tant mieux parce que ça doit quand même être un enjeu, vu que c'est comme quasiment embryonnaire et comme tu sais pas trop comment Ben, ça marche. Là, dans c'est le un fond. challenge au quotidien, en fait. C'est que tu arrives, puis mettons au Québec, avant l'an dernier, il n'y avait pas vraiment de ressources qui étaient là pour le paratri. Fait que, tu sais, moi, si je devais envoyer des courriels à Triathlon Québec, je me promenais puis j'essayais de voir qui pouvait m'aider. Là, c'est quelque chose qu'ils ont développé petit à petit. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, d'un côté, je trouve ça aussi cool d'être de partir quelque chose. Puis tu sais, ben, des fois, t'en écopes un peu parce que t'es comme le lab rat, là, mais je trouve ça vraiment encourageant de voir le sport se développer. Puis en tant qu'athlète paralympique, de voir qu'il y a un développement petit à petit, moi, ça me rend fier. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est très optimiste là, en général. Là. Tu as parlé de comme plein de situations où tu aurais pu comme prendre la voie facile de comme ah, c'est vrai, on n'a pas de marche ou ah, je ferai pas de sport parce que c'est plus difficile à cause de mon handicap. Ah, je suis dans les premiers, fait que c'est chiant, j'en ferai juste pas. Mais non, au contraire, t'es comme. Ben, j'essaye, là, tu sais, c'est drôle parce que j'essaie d'être vraiment plus optimiste avec les situations qui se passent. Ça, de mon côté, moi-même, je suis des fois pessimiste avec moi-même puis ce que je suis capable de faire, là. Mais je pense que c'est important, puis si on veut se développer comme société, d'essayer de pousser dans le bon bord, là. Je pourrais justement me rabattre sur mon sort puis dire « Hey, mon handicap, ça scrape ma vie », mais ça va pas la rendre plus plaisante. Autant juste faire avec ce qu'on a, vivre de même, puis... Écoute, je peux pas le changer, là. Il n'y a aucune façon que je le fasse, là. Même si je me fais opérer, je gagne quelques degrés, puis je passe 6 mois en chaise roulante, là. Fait que, est-ce que ça vaut la peine? Non. Est-ce qu'il y a une autre façon de vivre pour moi que ça? Non. Fait que autant en rire, puis autant profiter des opportunités que ça peut amener quand même. Très nice. Si, j'aime ça. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le sport à la base? Parce que c'est pas évident, un jeune avec une condition qui dit ben fuck it, je me lance dedans. Tu sais, c'est quoi? Ouais. Y a-tu un élément déclencheur? Ben, en fait, mettons, je dirais qu'il y a 2 gros déclencheurs dans le monde. Le premier, c'était en natation, puis après ça, c'était en tri. Le tri, ça a vraiment ouvert un peu d'autres aspects, puis penser différemment. Mais la natation, c'est vraiment parti du fait que mon médecin qui me suivait quand j'étais jeune pour mon handicap, ben, tu ce serait important de faire de l'activité physique pour rester en santé, puis pour développer un peu le côté moteur. Puis ben là, tu sais, tu fais un peu la liste des choses, genre du soccer, je peux pas, du hockey, je peux pas. La course, à ce moment-là, tout le monde disait, je peux pas. La natation, il n'y a pas d'impact, c'est dans l'eau, c'est super facile, super accessible, why not? Fait que j'ai commencé à nager vraiment pour un aspect plus santé. Ça s'est développé petit à petit. Puis là, tu sais, j'arrivais, c'était les cours, tout ça, puis j'avais aucune conscience de ce que c'était. Un moment donné, mes parents ont comme suivi des amis puis m'ont inscrit dans un autre club. Puis dans ce club-là, il y avait une coach qui était au courant du milieu paralympique puis qui m'a comme dit hey, « Tu sais que tu pourrais compétitionner en paralympique? » Puis je suis comme « Hein? » Puis fait que là, tu sais, j'ai poussé ça puis c'est devenu une passion. Fait que vraiment, au début, c'était ben écoute, je fais ça pour rester en santé puis j'aimais vraiment ça. Tu as comme ce sentiment de liberté quand tu fais l'activité physique, tout le côté fun de la chose. Puis après ça, ben, tant qu'à faire, puis j'ai suivi un petit peu les flots, puis ça m'a mené à aujourd'hui. Après ça, en triathlon, ben, c'était un peu... L'élément déclencheur, c'était la pandémie.
Fait que là, j'ai fait comme tout le monde a fait. Je me suis acheté un vélo de route parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Puis la PCU a permis d'acheter ça. Merci. Fait que tu sais, j'ai juste acheté un vélo de route. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai un vélo de route. De base, je faisais déjà mes commutes à vélo. J'aimais ça me déplacer en ville, tout ça. Je me suis acheté un vélo de route parce que ça me tentait d'aller rouler avec du monde que je connaissais, tout ça. Puis là, je me ramasse avec un vélo. Je suis un ancien nageur. Puis t'es comme, il manquerait juste un sport pour faire un triathlon. Puis, hey, tout le monde me dit que je peux pas courir. Tu sais, c'est un running gag avec un gros fond de vérité. C'est comme, tu peux pas courir. Mais c'est aussi de genre, on doit catch up le métro. M'oublie ça. Je vais prendre le prochain. Là. Fait que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment envisagé. Mais là, j'étais comme, qu'est-ce qui pourrait être encore plus drôle que faire une course à pied? C'est l'affaire à la fin d'un triathlon. Parce que c'est plus tough. Fait que là, je me suis juste inscrit à un triathlon pour le fun. On était comme au milieu de la pandémie, puis je me suis dit, en septembre, écoute, ça va me donner un objectif, m'aider à bouger aussi. Je sortais de ma retraite, là. Puis j'étais rendu couch potato, je me reconnaissais plus, puis j'avais besoin de bouger, fait que ça m'a donné un objectif vers lequel m'entraîner. Fait que juste d'un peu un running gag de tu peux pas courir, j'ai fini par faire un triathlon, tomber amoureux du sport, puis avoir la chance de représenter le Canada dedans. Fait que ça, c'était vraiment le fun, mais aussi, c'était comme le moment où je me suis dit, hey, tu sais, on dit tout le temps qu'il y a des affaires que tu peux pas faire si ça. Tu peux-tu vraiment pas le faire? Y a-tu une vraie limitation ou ça va être un challenge? Puis là, tu sais, tout ce qui concerne mon handicap, oui, c'est un challenge. Puis là, je le vois aussi du côté scientifique, là, de genre, OK, t'as moins de mobilité, mais on va venir compenser par ci, ça, puis ça va le faire pareil. Puis ça me permet un peu de rêver puis de me dire, il y a plein d'affaires que je veux faire, puis pas me limiter, en fait. Bon. Le lendemain de ton tri, t'étais comment? Le jour même, j'étais ému. C'était comme un peu un genre de closure de « Hey, je peux pas... » On m'a dit que je pouvais pas le faire. Je l'ai fait. C'était tough, mais c'était vraiment le fun. Tu sais, c'est un milieu qui est super nice, le triathlon. Tu sais, aussi, c'est un des... tu compétitionnes, tu t'inscris, c'est des événements. C'est la première fois que je faisais comme une compétition publique, entre gros guillemets. Avant, c'était des compétitions de natation entre clubs, ici, ça. Mais là, c'était la première fois que c'est moi qui payais un dossard, puis c'est moi qui le faisais. Puis il y a plein de monde random qui font ça. C'est leur premier, puis ci, puis ça. Tout le monde était vraiment nice sur le circuit. Le monde y encourage. Le monde dit « let's go ». C'était comme super positif comme atmosphère. Fait que moi, ça m'a juste donné... Quand je l'ai... En fait, la chose à laquelle j'ai pensé le lendemain, c'est que je me suis dit, je veux faire Ironman maintenant. C'est la première affaire qui m'a popé dans la tête. J'étais comme, t'as fait un triathlon, c'est possible, why not? Puis après ça, j'ai continué, puis ça m'a mené à là. Bon. Puis t'étais-tu raqué? Moi, c'était ça ma question. Crème oui. Crème oui. En fait, de base, je m'étais dit, j'habite à Montréal, c'est le triathlon de Montréal. Là. Fait que c'était comme sur l'île Sainte-Hélène. Je m'étais dit, je vais rentrer en bike, c'est 15 minutes. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, viens me chercher. Il était venu me chercher parce que j'étais plus capable de marcher après. C'était vraiment bien. Salut tout le monde! On prend une petite pause aujourd'hui durant notre podcast avec Hichem. Merci beaucoup pour présenter Playbook, notre application de training personnalisée disponible dans notre bio. On s'est rendu compte en tant que coach que c'est pas tout le monde qui a le budget pour venir voir un coach professionnel malgré que c'est la meilleure des options. Donc, on a créé une application avec des trainings faits pour vous par rapport à vos objectifs et vos préférences. Simplement aller dans notre bio et bien sûr, la première semaine est sur notre dos. Donc, allez essayer ça et donnez-nous du feedback. Bon retour au podcast. Moi, j'aimerais savoir, juste d'un point de vue curiosité, la condition que tu as, c'est quoi en tant que tel qui la rend autant, qui limite autant ton range of motion? Le range of motion, c'est une bonne question. C'est mes articulations. Ouais. Puis un peu le running gag de j'ai pas de genoux vient de là. J'en ai. Ouais. Ça, c'est un mensonge que j'en ai pas. Mais ma rotule est comme placée vraiment plus haute. Fait qu'au lieu d'être là, elle est comme là. Fait que ça donne l'impression que c'est comme lisse. Ouais. Elle est placée plus haute, puis mes muscles, fait que tout ischio-quad sont plus courts, fait qu'ils sont pas capables de faire le tour, puis la rotule bloque. Après ça, au niveau des chevilles, c'est vraiment comme tendons, ligaments qui sont plus tight, aussi au niveau musculaire. Fait que tout est comme raccourci un petit peu. Fait que ça tire un peu partout. Fait que ta flexion est très limitée. Puis, exact. Puis as-tu des... Est-ce que tu recherches un peu de toi-même ou dans ton domaine, y a-tu potentiellement un style de produit ou de médicament ou de technique qui pourrait aider ça? Ou... Oui. Pas vraiment. Je sais que, mettons, avec une nutritionniste, on avait travaillé, on avait essayé le collagène pour aider plus aux douleurs articulaires, tout ça, qui est comme plus ou moins approuvé dans la littérature. Moi, j'avais vu des bons résultats. Fait que ça a aidé. Mais sinon, il
n'y a rien en tant que tel qui peut vraiment apporter un changement concret. C'est sûr que, mettons, avec une certaine routine d'étirement en travaillant sur des choses, je peux aller chercher quelques petits degrés, mais il y en a toujours qui vont manquer. Puis, la seule option médicale, c'est la chirurgie. Ouais. Mais même la chirurgie peut juste aller amener quelques degrés. Mais entre ça, puis mettons, je plie un peu plus, ça change quoi d'un point de vue fonctionnel dans la vie de tous les jours? Rien. Fait que je préfère pas le faire. Puis tous les risques associés pour moi sont plus gros que les bénéfices potentiels. Fait que c'est vraiment les structures mêmes qui sont Oui, exactement. tout simplement différentes. Là. Ouais. OK. Puis est-ce que tu sais c'est d'un point de vue génétique? C'est pas du tout quelque chose qui est, mettons, héréditaire. Fait que, mais c'est pas des gènes que mes parents avaient ou quoi que ce soit, puis moi, je peux pas le donner à mes enfants. Mais par contre, c'est comme si justement, c'est pas génétique, en fait, c'est dans le développement de l'embryon. OK. Fait que justement, mettons, entre autres, dans le ventre de ma mère, j'étais en position comme carpée, là, ish. Puis là, aujourd'hui, je peux plier comme ça, mais quand j'étais bébé, c'était genre ça. OK. Fait que c'est là, entre ça puis ça, il y a une méchante différence, puis là, ça me rend plus fonctionnel. Mais avant, mais plus que ça changerait pas grand-chose. OK. Fait que j'étais dans cette position-là, fait que les muscles puis les tendons sont construits de cette façon-là. Je comprends. Ça a apporté un peu ces limitations. C'est principalement ça. Puis après ça, l'aspect génétique vient peut-être jouer là-dedans, mais on n'a jamais trop poussé la chose. OK. Sais-tu pourquoi que, mettons, bébé, t'étais encore plus limité en flexion, puis que là, en vieillissant, ça s'est amélioré? Ben parce que, en fait, physiothérapie dès que je suis né. Puis, tu sais, un bébé qui vient de naître, t'es quand même capable d'aller chercher plus de flexibilité en allant l'étirer. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. C'est des exercices, c'est des orthèses, c'est des trucs pour le maintenir. OK. Qui ont pu aller chercher certains degrés jusqu'à temps que je grandisse. Puis après ça, ben ça marche plus. Là. Ça fait que si je me mettais quelque chose sur les genoux, ça changerait rien. OK. C'est quand même super intéressant de voir comment ça peut évoluer au travers des années. Puis est-ce que ça a été un peu une des raisons pourquoi tu es tombé dans le domaine d'études puis la profession que tu as aujourd'hui? Mon handicap en tant que tel, non. Vraiment pas. Ça m'a pas plus interrogé que ça. C'était vraiment, en fait, à cause de mon handicap, probablement que je suis tombé dans un milieu sportif plus compétitif. Puis ça a fait en sorte, en fait, que je voulais faire ça. Mais l'handicap en tant que tel, en fait, aujourd'hui, m'apporte une vision différente, mais il n'a pas fait en sorte que j'aille là-dedans. T'sais, peut-être que si j'avais été sans handicap, j'aurais fait du sport professionnel puis j'aurais quand même voulu faire ça. OK. Super. Parce que, là, mettons, tes sujets d'études puis tout ça, ça n'a aucun lien avec les handicaps en tant que tel. C'est vraiment juste la physiologie. Non, en fait, mon projet d'études est avec des nageurs, fait que c'est en lien avec la natation. OK. Parce que c'est un milieu dans lequel j'ai baigné, sans mauvais jeu de mots. Mais à part ça, tu sais, pas spécifiquement. Je travaille quand même sur un projet similaire avec la paranatation. Fait que vraiment le développement des paranageurs. Ça, c'est sûr que d'avoir vécu la chose, je pense que ça m'apporte une expertise en plus, un ressenti qui est différent, une sensibilité. Mais en tant que tel, dans mon quotidien, je travaille pas mal plus avec des athlètes génériques qu'avec des athlètes avec un handicap. OK. D'un point de vue professionnel, tu peux expliquer à tout le monde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as comme carrière à date, c'est quoi que tu as comme objectif, c'est quoi le cheminement? Oui. Fait que, en ce moment, je travaille comme kinésiologue, donc principalement sous la bannière d'Actiform puis à l'Institut national du sport du Québec. Fait que là, j'ai comme 2 chapeaux un petit peu différents. Au niveau d'Actiform, je suis préparateur physique surtout. Je travaille avec des clients one-on-one aussi, fait que plus des personnes individuelles qui veulent venir chercher la performance. Je m'occupe aussi un peu plus du volet scientifique comme technologique, test VO2 max, ce genre de choses-là. Puis à l'Institut, je travaille plus comme assistant de recherche. Justement, mon projet d'études en partenariat avec eux. Je travaille des fois aussi en préparation physique pour patcher. Mais sinon, c'est plus du côté justement scientifique, physiologie, mais en tant qu'étudiant qui est en train de se développer de ce côté-là. Puis justement, j'espère en terminant mes études ou peut-être même avant, pouvoir avoir un poste de physiologiste de l'exercice auprès d'une équipe provinciale ou nationale. Puis justement, comme on parlait au début, pour les accompagner et suivre leurs données. Fait que ça, c'est comme un peu mon end goal. Mais on verra vers quoi la vie nous mène, parce que tu m'aurais dit il y a 5 ans qu'aujourd'hui, je serais dans cette position-là. Je t'aurais pas cru pantoute. Fait qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Je me laisse toutes les portes ouvertes, mais en ce moment, je tripe vraiment dans ce que je fais. Wow. Puis les tests de VO2 max, là, parce que je suis curieux, là, c'est-tu pour n'importe qui peut y aller puis en faire un? Ou? Ouais. Ouais. Okay. Puis en fait, c'est ça un peu mon but, c'est que c'est une expertise que j'ai développée à l'Institut, fait qu'auprès d'athlètes de haut niveau, tout ça.
Mais tu sais, tout ce qui est test de VO2 max ou aussi des tests, mettons, à l'effort avec lactate, là, c'est des tests que je considère qui sont super pertinents pour aussi monsieur, madame, tout le monde qui se mettent à la course ou qui ont déjà un peu d'expérience ou n'importe quel sport d'endurance. Parce que, tu sais, souvent, anyway, un athlète élite se connaît bien, son coach le connaît bien, il sait pas mal où s'entraîner, mais c'est souvent plus le monde moins outillé, comme monsieur, madame, tout le monde, qui sont comme zone 2, c'est quoi? La fameuse zone 2, OK, ben, je devrais être capable de parler, c'est genre telle intensité sur 10, OK, mais c'est quoi une intensité sur 10? Fait que c'est souvent dur à déterminer, puis c'est pas tout le monde qui est un profil by the book. Fait que d'aller faire des tests comme ça, c'est quelque chose qui est super pertinent pour connaître ses vraies zones, apprendre à se connaître, puis savoir un peu vers où se diriger. C'est sûr, on s'en reparlera après, parce que moi, c'est clair que je veux faire ça. Tu n'as pas déjà fait? Non, j'ai jamais fait. C'est sûr que c'est les prochaines étapes. Là. Nice. Ben, tu sais où frapper. Ouais, 100%. Puis, c'est quoi ton point de vue par rapport à tout le domaine de la santé, du fitness? C'est très général comme question, là, mais c'est quoi que toi, en tant que professionnel puis un doctorant, que tu perçois présentement dans l'écosystème de la santé au Québec? Ben, je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon, malheureusement. Là. Je pense, premièrement, moi, je dis tout le temps qu'on est quand même choyé d'avoir un système de santé, de ne pas payer 50 000 $ quand tu appelles une ambulance, puis des choses comme ça. Après ça, c'est sûr, je pense qu'on est aussi beaucoup dans le traitement, malheureusement moins dans la prévention. Là, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse en tant que kinésiologue, mais on parle souvent du budget de la santé. Hey, les médecins ils sont surchargés, les physios sont surchargés. Où je travaille, on a une liste d'attente de 1 mois pour voir un physio. Là. Par contre, toutes ces personnes-là, est-ce que, de un, elles auraient pu faire quelque chose différemment pour ne pas en arriver là? Ou est-ce que même à ce moment-là, est-ce qu'elles peuvent travailler avec un professionnel qui est différent, comme un kinésiologue, par exemple, ou n'importe qui va pouvoir les aider? Fait que je pense que si j'avais une baguette magique demain, là, puis je pouvais changer quelque chose dans le système de la santé, c'est de mettre l'emphase sur la prévention. On prend un exemple, les assurances aujourd'hui, combien couvre la kinésiologie? Ou comme l'entraînement vraiment rare. Là. Alors que si tu vas prendre, mettons, la physio, c'est couvert. Fait que pourquoi j'irais voir un kin de 1, puis ben moi juste attendre d'aller moins bien, d'aller voir un physio, puis ça va être réglé. Mais s'il y avait plus de couverture de ce côté-là, ou si le gouvernement encourageait, mettait plus ça à disposition, je pense qu'il y a énormément de problèmes de santé qu'on pourrait prévenir. Puis on parle autant de tout ce qui est métabolique, là, fait que tout ce qui se passe dans notre corps, mais aussi tout ce qui est justement musculo-squelettique. C'est toutes des choses qui peuvent être prévenues d'une certaine façon. Ça n'empêche pas que des fois, on a besoin de traiter. Puis je pense en mettant l'emphase sur la prévention, ben c'est là qu'on va venir désengorger notre système. Puis c'est comme un cercle vertueux qu'on peut venir créer. Je peux vous en penser quoi? Ben moi, c'est sûr que je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que ça va venir, mais pas tout de suite. Là. Je pense que le switch va faire plus de notre génération. Plus vieux, je pense qu'on va comprendre que la prévention est... Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'on est tellement biaisé dans le sens qu'on est dans le domaine. Fait que moi, dans ma tête, 3/4 du monde prennent soin d'eux. Là, mais ouais, mais moi, ce que je dis, c'est quasiment tout le monde devrait avoir un coach, un kin, peu importe. Là. C'est, en fait, la chose que je dis tout le temps à mes clients, c'est hey, oui, j'ai les connaissances, je suis coach du monde me paye pour ça. Mais moi, je paye quelqu'un pour s'occuper de moi. Parce que, de un, je pense qu'on a tout le temps un biais par rapport à nous-mêmes. Puis ça permet vraiment de se déloader un peu d'une charge mentale. Là, mais ouais, je pense aussi que, j'espère en tout cas qu'avec cette génération-là, on est beaucoup plus dans le self-care, dans le faire attention. On voit un peu l'impact que les choses ont sur notre santé. Je vois que le monde ont moins peur maintenant d'aller payer un abonnement de gym à 300 $ par mois qu'il y a quelques années. Ou c'était comme, si c'est pas Econo-Fitness puis ça coûte pas 12 $ par mois, ça vaut pas la peine. Le monde sont prêts à investir quand il s'agit de leur santé. Puis aussi, les générations, mettons, plus vieilles qui ont peut-être moins fait attention. J'entends souvent des « avoir su si j'avais été dans telle position, j'aurais fait ça différemment ». Ouais. En même temps, nous, en étant, mettons, la deuxième génération de ça, on va voir nos parents qui, justement, ils n'ont pas fait attention, puis qui vivent avec ça, puis que là, nous, on est comme, OK, ben clairement, je peux faire de quoi. Ouais. Pour ça, fait que je pense que c'est pour ça que je dis que nous, dans 20, 30, 40 ans, je pense que le virage va être un peu plus là, mais... Je pense qu'il a déjà été fait. Je pense qu'on est comme la première génération qui en est vraiment consciente, mettons. Mettons, moi, je pense à mes parents, ils sont conscients à 50%, mettons, de c'est quoi la santé globale. Mais tu regardes les grands-parents, les arrière-grands-parents, toutes les générations qui sont nées avant 1950, dans le temps, c'était plus tu souffres, mieux c'est. Aujourd'hui, cette pensée-là, le switcher un peu. Puis, je fais la connexion avec
on travaille pour vivre, ben avant, c'était on vit pour travailler. Là, ça commence à se tuer. Fait que je pense que l'idéologie sociale commence à évoluer, puis le monde regarde les dommages que ça a causé dans les générations précédentes, puis c'est plate à dire, puis je vais loin. Là. Phil, il aime pas ça quand je vais trop loin, mais d'un point de vue au niveau des pharmaceutiques, c'est-tu avantageux de garder du monde en santé ou non? Ouais. D'un point de vue financier, je pense que moi, je suis peut-être un peu biaisé encore là, mais t'es mieux d'aider une personne à pas se rendre jusqu'à là avant de... C'est ça. Non, ben tu sais, c'est ça. Puis ben là, tu sais, t'as comme tous les différents lobbies qui chacun va prêcher pour sa paroisse. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a l'histoire de bien-être, puis tu sais, sans rentrer nécessairement dans l'histoire de complot, puis de tout, là, juste le fait de dire, ben s'il y a moins de personnes qui prennent des médicaments, les compagnies pharmaceutiques gagnent moins, c'est sûr qu'ils sont moins willing. Tu sais, il y a souvent la fameuse guerre entre gros guillemets kin physio, là. Mais tu sais, je pense vraiment l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment, hey, c'est où qu'on met la ligne, c'est qui fait quoi, puis bien encadrer les rôles. Mais tu sais, les physios, des fois, ils ont peur de perdre des clients par rapport à des kinésiologues. Les médecins, même affaire. Fait que, tu sais, chacun va prêcher pour sa paroisse, puis nous, on est comme, allô, j'en veux plus. Mais je pense que c'est vraiment l'aspect de mettre chaque chose en priorité dans l'ordre, là. Je pense que ça va transitionner aussi, tu sais, comme... Là, présentement, moi, récemment, je me suis potentiellement comme micro-déchiré un tendon du pec. Fait que là, j'ai un IRM qui s'en vient bientôt. Ben, je suis massé, puis là, j'ai déjà travaillé avec des coachs, mais là, je vais voir un physio. C'est pas parce que je prends pas soin de moi, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Fait que je pense que au fil du temps, l'évolution va venir où que chacun des domaines va avoir une pratique peut-être plus précise. Puis dans l'évolution de la société, c'est prouvé aussi que plus qu'on avance, plus que tout le monde va devenir potentiellement hyper spécifié. Fait que rendu là, je pense que ça va être juste une chaîne de professionnels, des coachs, des kin, des massos, des ostéos, des physio, ergo, chiro, qui vont juste travailler tout en lien ensemble par rapport à un client, comme toi tu fais présentement dans ton domaine. Ben, en fait, je pense que c'est ça, la métaphore un peu du sport de haut niveau, elle peut s'appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Quand je nageais, je travaillais autant avec masso que physio, qu'un préparateur physique, qu'un autre kin, que tout ce monde-là. Parce que chacun avait un rôle bien défini. Puis, tu sais, la physio, là, j'allais la voir même quand ça allait bien parce que, hey, j'ai cet enjeu-là de mobilité, je vais aller le travailler. Cette personne-là peut m'aider pour ça. Fait que je pense qu'il y a comme tout le temps un bénéfice. Puis, c'est de voir un peu, OK, c'est quoi mon besoin actuel? Quelle est la personne la plus qualifiée pour répondre à mon besoin? Puis, peu importe c'est qui, va voir cette personne-là. Je pense aussi que l'argent est là, peu importe quoi. Là. Fait que, si c'est moins d'un médicament, mais ça va être dans s'acheter un vélo, dans s'acheter, dans justement payer des professionnels. Fait que, comme je comprends que c'est une grosse industrie, puis Big Pharma, puis qui font du cash, mais genre, si tu veux continuer de faire du cash, fais juste réorienter. Ça va nous coûter autant cher en équipement, puis en soins professionnels que ça nous coûterait en médication. Il faut juste trouver un peu hey, c'est vers où on se dirige. Ouais, c'est ça, les pharmaciens vont vendre plus de suppléments que de médicaments. Ils ont commencé. Tu vas chez Jean Coutu, puis tu as une grosse gamme maintenant. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est que je sais pas si ça a changé, mais j'ai travaillé en pharmacie longtemps, puis niveau formation sur les suppléments puis de produits naturels en général, les pharmaciens, c'est zéro. Il y en avait aucun, en tout cas, dans je parle il y a 5 ans, mettons. Là, fait que c'est comme... Ça va venir. Mais je pense que c'est l'évolution. On est présentement dans l'une des plus grosses transitions que le monde n'a jamais vues, je crois. Surtout au point de vue de la santé. Là. On va pas tomber dans l'IA et toutes ces affaires-là. Là. Mais c'est comme... Je pense que ça va avoir un énorme shift. Honnêtement, je pense que le monde va commencer à prendre réalisation que la santé, c'est primordial avant même de tomber dans des mauvais patterns pour finir à consommer des... Ah non, c'est sûr. Tu sais, même, je pense que c'est déjà juste le shift qu'on voit un peu dans les mentalités, c'est le fameux self-care. Tu sais, c'est quasiment le genre d'égoïsme qu'on développe tout un petit peu. Là. Je pense que ça mène à hey, je vais prendre soin de moi. Fait qu'est-ce qui va faire en sorte que je prends soin de moi, c'est d'aller avoir recours à telle affaire. Ce qui est quand même important au lieu de juste hey, mon corps est une machine, mais si c'est une machine, je dois l'entretenir, je peux pas la laisser aller jusqu'à ce qu'elle pète. Justement, par rapport à ça, j'aimerais ça savoir comment tu as vécu l'univers d'athlète, puis de compétition, puis de ton identité, c'est d'être un nageur. Ouais. Comment tu as vécu ça à l'âge où est-ce que tu te développes, dans le fond? Ben, tu sais, c'est clair, là, c'était tough. Là. Il y avait un peu un clash. C'est que d'un côté, quand j'ai pris ma retraite, j'étais comme... Je vois plus ce que je suis, mais je voyais aussi tout ce que j'avais manqué. C'est beaucoup de sacrifices quand tu es un athlète.
les sorties, je me couche tard, tout ça, tu le mets un peu de côté pour te focusser sur ta carrière. Fait que là, tu découvres un peu le reste de la vie. Hey, c'est quoi? Bon, un après-midi. J'étais comme, j'ai longtemps eu un peu quasiment la pensée où je me disais, ah, mais aller à l'école, c'est juste un travail mental, c'est pas un travail physique, c'est bien facile. De rester devant des livres versus de je m'en vais souffrir dans la piscine pendant 2 heures. Là. Mais c'est important d'avoir reconstruit cette identité-là. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu travailler avec des professionnels là-dedans. Parce que petit à petit, déjà, pendant que j'étais dans ma carrière, je commençais à me forger, à penser, OK, mais je veux être ça, je veux développer ça, je veux du temps pour faire ça, j'aime ça, ça, ça. Fait que c'était plus facile, c'était plus Fait que quand je suis arrivé, en fait, le jour de ma retraite, j'avais pas à développer cette identité-là. Il fallait juste plus que je fasse un deuil de cette autre identité-là en tant qu'athlète. Tu sais, c'est niaiseux, mais je pense que ça me poursuit encore aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, tu me dis, tu veux-tu aller aux Jeux paralympiques? Je vais te dire oui. J'ai toujours pas mis une croix là-dessus. Est-ce que je serais heureux si j'atteins pas cet objectif-là? 100%, je pense que je suis épanoui dans le reste de ma vie, dans ma carrière professionnelle. Mais si j'ai cette opportunité-là qui apparaît, que je pense que c'est réaliste, je veux y aller, je veux me donner la chance. Fait que ce côté compétitif-là, puis cette quête de mon rêve est jamais vraiment partie. Elle est toujours quelque part au fond. Mais un côté, c'est ça qui drive dans la vie, puis je pense que c'est important d'avoir des gros rêves, sinon c'est plate. Là. T'es-tu compétitif dans ta vie en général, genre dans toutes les sphères, ou c'est comme réservé au sport, le reste? Je suis pas compétitif dans le sens que, c'est ça, comme je disais tantôt, je me compare pas aux autres, tout ça. Je suis overachiever par rapport à moi-même. J'ai toujours envie d'en faire plus, d'aller chercher plus. Par contre, un résultat en tant que tel par rapport à quelque chose ou d'avoir une récompense moyen, mais je veux tout le temps aller repousser un peu cette limite-là. J'ai le goût de pouvoir dire hey, je suis un des meilleurs, je suis une référence dans tel domaine. J'aimerais ça, mais j'essaie de ne pas le faire de façon maladive non plus. C'est quoi les plus gros... Comment je peux dire? Les plus gros murs que tu as fessés, autant dans ta carrière, dans tes études, que dans ton sport? Oui, c'est une bonne question. Il y en a quand même une coupe. Je dirais que le dernier gros mur qui m'est apparu, c'était cette année. Justement, quand je travaillais avec la gang des étudiants du cégep. Moi, dans mon background, dans les stages que j'ai faits, j'ai souvent travaillé avec des athlètes d'équipe nationale. J'ai eu la chance de faire mon stage puis de travailler à l'Institut national du sport au début de ma carrière. Fait que c'était tout le temps des athlètes, du monde qui était là pour performer. T'as pas de personne à gérer. Tu donnes un plan, ils le suivent aveuglément quasiment, là, pour beaucoup. C'est pas tout le temps le cas. Mais ils vont le suivre, puis that's it. Ou, mettons, avec une clientèle privée où « Salut, je paye pour un service, je te fais confiance, je suis là pour t'écouter. » Ou si la personne t'écoute pas, ben, elle le sait, puis elle va être comme « Je pense que c'est pas pour moi » ou peu importe. Mais en commençant à travailler avec des étudiants qui étaient au niveau collégial, que le sport était un à côté de leurs études qui n'était pas leur priorité, l'aspect comme un peu plus gestion de la personne, discipline, d'être la bonne personne ressource pour eux, je me suis rendu compte que j'étais plus comme une genre d'encyclopédie où je maîtrise mes concepts, je sais un peu vers où je m'en vais, ma périodisation est là, mais de le faire adhérer à quelqu'un, de faire que cette personne-là, puis en plus, on est dans une génération où les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, encore plus que notre génération. Ils voient justement ces fameux workouts miracles, ces recettes miracles, ces shapes de personnes qui sont dopées mais qui le disent pas. Puis ils ont un idéal, puis ils pensent vraiment savoir quoi faire. Fait que si tu leur arrives avec ton expertise, ils sont comme d'autres, je suis déjà plus bâti que toi, c'est quoi que tu vas m'apprendre comme préparateur physique. Tu sais, tu le dis pas, là, mais tu vois que c'est un peu la réflexion qu'il y a derrière. Puis aussi, eux sont en développement, ils se recherchent, ou tu sais, tu as soit ça, soit tu as un peu l'autre extrême où ils savent pas trop quoi faire, puis c'est comme un enseignement, puis c'est leur apprendre à aimer bouger. Fait que, moi, j'arrive avec ma planif qui est comme super théorique de hey, je veux développer la puissance, ok, l'explosivité, prévention de blessures, ça. Puis là, eux sont comme pourquoi on fait ça, pourquoi on répète les mêmes workouts, pourquoi on répète les mêmes affaires. C'est moins le fun. Fait que c'est la première fois une des premières fois où professionnellement j'ai mangé un mur. J'étais comme ok, c'est bon, tu sais qu'est-ce que tu fais, mais là, il faut que tu le vendes à ces personnes-là. Tu les fasses adhérer puis tu leur fasses comprendre. Mais aussi que des fois, d'être capable de laisser des choses de côté. C'est comme
hey, là, c'est des athlètes collégiaux, là, sont là pour avoir du fun. Moi, slacker un peu, là, c'est correct. S'ils sont pas exactement là dans leur mise au cycle, s'il y a du fun, il va travailler plus fort. Fait que d'aller plus sous forme de jeu, sous forme de dynamique, c'était quelque chose auquel j'étais pas vraiment habitué avant. Fait que d'arriver devant ça, j'étais comme « Ah ouais », mais ça a été vraiment une belle expérience d'apprentissage. Puis moi, c'est des choses que je sais, puis ça permet de développer un peu d'autres skills, là, au lieu d'être une encyclopédie humaine. Ça, c'était pas mal ça au niveau professionnel. Je dirais qu'au niveau du sport, c'était la première fois que j'ai une grosse blessure. Avec mon handicap, j'ai une croissance qui est quand même tardive, dans le sens qu'à mes 18 ans, j'ai pris genre 3-4 cm là encore. Là, c'était fou. Puis à ce moment-là, en fait, comment ça se passe, vu que mes articulations sont quand même un petit peu jammées, pas parfaitement comme faites, j'avais comme des canaux où les nerfs passaient qui étaient plus tight. Puis ça faisait en sorte que j'avais tout le temps des symptômes genre nerveux dans mon épaule droite. Là. Je commençais à nager vraiment plus court, j'étais comme vraiment crispé, mon bras shakeait après des entraînements, puis ça a duré vraiment longtemps. Puis tu sais, c'est que tu fais des scans, tu fais des IRM, tu sais, j'étais super bien accompagné. Puis tu vois pas vraiment le bout du tunnel. Ma croissance est passée, les symptômes sont partis, that's it. Mais pendant cette phase-là, c'est là où toute la remise en question pour la construction de moi-même, autre que du côté nageur, a été faite. Puis c'est là, en fait, où je me suis vraiment développé. Je me suis dit, hey, peut-être que ça va pas marcher la natation, puis t'es mieux de trouver qu'est-ce que tu vas vouloir faire si jamais tu décides d'arrêter. Puis c'est comme, tu sais, de faire face à ton corps, puis dire, mon corps fait pas ce que je veux, puis d'à côté de mettre tous les moyens, tu sais, c'est l'essence de. Je sais pas combien de fois j'ai vu la physio à ce moment-là, combien de fois j'ai travaillé spécifiquement sur des trucs. À ce moment-là, c'était comme mon focus principal, c'est la récupération, puis d'arranger ça. Puis ça a été tellement tough de voir que malgré tout ce que je peux te donner, si ça marche pas, ça marche pas. Fait que c'était comme première fois que tu te mets face à ça, puis tu te dis, aïe aïe, je sais pas vers où ça va aller. Ça devait être lourd. C'était vraiment lourd. Je pense que c'est une des périodes les plus stressantes de ma vie, là, cette blessure-là, mais aujourd'hui, ça m'a appris. Puis là, j'ai dealé avec une blessure qui a duré 1 an. Mais j'ai appris à pas me taper sa tête puis à me dire que c'est toi qui fais toute croche, d'y aller, suivre le processus. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, j'ai un retour là-dessus que je suis content. Puis, j'ai pas passé la pire année de ma vie à cause d'une blessure comme ça aurait pu être le cas. Je pense que tu te mets beaucoup de pression sur ses épaules, ça se peut-tu? Fait que là, on est sur une séance de psy. Ben oui, man, check, on est là. Ouais. Ouais, ben ok. oui, non, mais pour elle, je pense que c'est un de mes aspects. Je trouve ça vraiment drôle que tu aies saisi ça. J'ai saisi bien des choses. Ouais, mais oui, je me mets beaucoup de pression sur les épaules, mais on a cette vie à vivre là, puis je veux vraiment aller exploiter mon plein potentiel. J'essaie par contre de switch off un peu la switch, puis me dire, ben écoute, s'il y a des choses qui fonctionnent pas comme tu voulais, il y a d'autres plans. Tu peux pas être le meilleur partout, tu peux pas tout faire, malheureusement. J'aimerais ça. Je pense que ma demande dans la vie, ce serait d'avoir des journées de 48 heures, puis de pouvoir dormir 4 heures. Ça se fait? Ouais, c'est pas très simple, par contre. Tu sais, pour elle, je suis vraiment justement ce côté overachiever avec beaucoup de pression. Fait que je veux vraiment tout faire parfaitement, mais ça aussi, tu t'en rends compte que tu peux pas être partout en même temps. Puis ben, je suis pas encore le meilleur pour gérer ça, mais j'essaie vraiment petit à petit de mettre les affaires dans des cases. Mais pour vrai, je suis vraiment surpris que tu me dises ça, là. Puis c'est comme, ah shit, ben oui, tout le monde me le dit, ça doit être vrai. Ben oui, mais je pense qu'en même temps, moi, je vois ça comme un peu la kryptonite. C'est comme, c'est ce qui te rend fort, mais c'est ce qui peut être aussi négatif. Mais tu sais, on en a parlé tantôt, tu apprends un peu comment que t'es, puis tu apprends à travailler autour de ça. Puis ça, c'est pas un défaut, au contraire, il faut juste apprendre à véhiculer ça. Je pense que Phil, je pense que moi, je pense que n'importe quelle personne qui veut réaliser beaucoup d'objectifs en vie n'a pas le choix d'être un peu comme intense, parce que sinon, c'est quoi qui drive, tu sais? Mathieu, c'est trouver je pense qu'il y a une spin lane entre genre sanity, puis Ah, ben oui. de travailler fort. Puis c'est celle-là qui est tough à jongler. C'est facile de passer d'un bord ou de l'autre. Trouves-tu que tu l'as trouvé encore? Ou... Non. OK. Non, je suis en quête constante de ça. Mais je pense que ça fait partie de la game. Puis c'est aussi, comme on parle de la vie, là, pour moi, c'est un développement constant. Puis on continue de s'améliorer, on continue d'en apprendre sur nous-mêmes. C'est sur le chemin du sommet. Puis c'est clairement qu'il y a un passé d'athlète compétitif, ça amène ça. Là. Ben oui, c'est clair. Puis tu sais, là, je pense qu'on a quand même tiré beaucoup de positifs de la carrière, mais tu sais, ça t'amène des genres de petits traumatismes, ce côté-là qui est des fois un peu trop try-hard, tout ça. Là, c'est jamais tout rose.
Mais c'est même ça, là, ça fait partie de la game. Puis je pense qu'il y a du négatif, du positif dans tout, mais tu peux prendre ce négatif-là puis essayer de le tourner en positif la plupart du temps. Mhm. Y a-tu beaucoup de pression, mettons, d'un point de vue des coachs? Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. Puis on avait un gars dans mon gym qui a fait les championnats, pas mondiaux, mais tu sais, il allait à l'Allemagne, il allait à l'international un peu. Puis le gars, à 10 ans, il braillait, puis c'était des 8 heures de pratique par jour, puis le coach, il gueulait dessus. Est-ce que c'était un peu de ce contexte-là aussi dans lequel... Tu sais, ça, c'est à l'extrême, mais dans ton sport, est-ce que... J'ai eu la chance, tu sais, de aucun des climats dans lesquels j'étais à l'entraînement n'a jamais été toxique, là. OK. Il n'y a jamais eu comme une grosse pression. Après ça, la pression des résultats existe no matter what. Tu sais, à chaque année, tu as comme ton yearly review. Quand tu es sur l'équipe, tu dois rendre des comptes. À tel compé, tu dois vraiment... être bon. Si tu le fais pas, tu peux être coupé, des choses comme ça. Fait que c'est quand même un enjeu qui est là. Mais tu sais, le climat en tant que tel, au quotidien, on ressent... En tout cas, moi, de mon côté, j'ai jamais ressenti cette grosse pression-là. La seule pression que je ressentais, c'était celle que je me mettais moi-même. Okay. Mais oui, il y a des deadlines, oui, il y a des choses que tu dois être capable de faire, sinon ça marche pas. Mais dans le milieu de la natation, en tout cas dans le milieu que j'ai côtoyé, parce que j'en ai entendu aussi des vertes et des pommeurs, là, dans le milieu que moi j'ai côtoyé, puis le milieu où j'ai côtoyé le triathlon, c'était quelque chose qui était sain, c'était un beau milieu. Mais c'est après ça, tu dois rendre le travail. Je comprends. Puis, est-ce quelque chose que tu changerais de ta carrière d'athlète? Si c'était... Ben, d'un côté, tu sais, oui et non. Parce que je me rends compte que peut-être d'avoir pris ma retraite à ce moment-là, ça me donne les opportunités professionnelles que j'ai aujourd'hui. Fait que tu sais, j'ai comme pas de regrets. J'ai aucun regret. Mais si c'était à refaire, il y a sûrement des choses que je ferais différemment. En fait, je me suis rendu compte que j'étais souvent... Puis c'est un peu une métaphore de ma vie actuelle, en plus, c'est parfait. C'est que je suis souvent sur trop de fronts en même temps. J'étais le seul, comme au Centre national, à continuer d'aller à l'école à temps plein. T'sais, oui, horaire allégé, mais à temps plein, il y en a qui n'allaient pas à l'école du tout. Mais est-ce que peut-être que ça aurait été mieux de me concentrer, mettons, à tel moment là-dessus, puis dire, après ça, je reprends l'école à fond, plutôt que d'essayer d'être partout en même temps, d'essayer d'avoir... tu sais, c'est comme, en ce moment, je suis un peu comme ça aussi, je suis aux études, mais je travaille aussi, j'essaie de m'entraîner à côté. Fait que, tu sais, sur tout ça, peut-être j'aurais essayé de plus focusser sur certaines affaires au bon moment. Mais je pense que c'est aussi facile à dire, maintenant, avec du recul, de se dire, si tu avais peut-être mis plus d'énergie sur la natation, peut-être ça aurait vraiment marché de ce côté-là. Quand c'est quelque chose qui n'est pas allé exactement où je voulais, là, à ce moment-là. Fait que c'est facile à dire, mais c'est sûr que j'aurais aimé savoir cette trajectoire idéale, puis aller aux Jeux paralympiques, puis performer à cette échelle-là. Tu penses que c'est toujours quelque chose qui est réalisable, concrètement parlant, avec ce que tu fais présentement? Oui. C'est vraiment drôle parce que avec mon coach, on regardait le côté scientifique de la chose. Est-ce que c'est physiquement réalisable? Mettons, je prenais un podium de triathlon. C'est quoi que ça prend? T'sais, on a calculé, mettons, mon efficacité mécanique à course. C'est ça, les leviers, le degré de flexion. Ouais, mais tu sais, c'est comme... Le nerd, il sort, là. Mais tu sais, on était comme... Ouais, exactement. Vas-y, là. On a du temps. On arrive, là, tu sais, puis c'était comme, OK, fait que je suis 30% moins efficace à la course. Fait que théoriquement, par rapport à quelqu'un qui fait tel temps, je suis 30% plus lent. Fait que c'est quand même encore doable. Si je vais chercher tel temps sans natation, puis mettons, mon vélo, il est correct. Tu sais, peut-être que je pourrais pas aller chercher une médaille, mettons, une médaille d'or au jeu. Mais est-ce que je pourrais participer au jeu? Je pense que théoriquement, c'est possible. Après ça, c'est est-ce que je peux m'en donner les moyens? Est-ce que je veux mettre toute mon énergie là-dedans? Ça, c'est une autre histoire. Puis c'est pour ça que là, je veux me remettre en santé. Puis après ça, voir, do I give it a shot? Si oui, jusqu'à où ça peut aller. Mais de toute façon, je pense que le processus est tout aussi intéressant que la finalité en soi. Fait que oui, c'est possible. J'ai déjà fait mon deuil sur le fait d'aller aux Jeux paralympiques. Mais ça me tente tout le temps. Mais c'est le fun de savoir, comme on disait tantôt, là, que la possibilité est là. Ouais. C'est que t'as comme les cartes dans ton jeu de comme... Ben, ça se pourrait, là, tu sais. Fait que si ça me tente vraiment, puis je veux faire 100% tout ce que je peux pour y aller, ben ça se peut, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, d'avoir un peu ce sentiment-là. Parce que ça a longtemps été... est-ce que je pourrais courir vite? Ou c'est comme je suis condamné à courir à cette pace-là super lent, entre guillemets, là? Puis sachant qu'on voit que OK, c'est possible. Fait que ça va juste demander beaucoup de travail. Puis par contre, est-ce que au niveau santé, ça va suivre maintenant? Ça aussi, c'est une autre question à voir, là. Ouais.
puis ça demande un gros investissement. C'est un sacrifice en plus, c'est d'aller chercher. Ben, si je peux pas aller compenser, mettons, avec mon système musculaire, ben, je dois aller chercher la meilleure capacité aérobie sur le circuit au complet. Là. Ça, c'est de la job. Ouais. Puis je fais un petit backtrack parce que je sais pas si tu en as parlé, mais ton handicap sur le vélo, tu as dit que tes pédaliers étaient beaucoup plus courts. Est-ce que concrètement, en termes de performance, on parle de 30%, mettons, de course sur le vélo, ça ressemble à quoi? Ça, on l'a pas vraiment calculé. Okay. C'est vraiment drôle parce que dans le générique, il y a une tendance aux pédaliers de plus en plus courts. Là. Ah ouais? Mais on va jamais se rendre à 100 mm. Mais tu sais, c'est comme, mettons, genre, c'était 175, 172.5, 170, 165 maintenant que beaucoup de pros roulent. Fait que, c'est ça. Puis après ça, il y a le output plus au niveau de la force. Musculaire. Puis ça, tu sais, on sait qu'elle est plus longue à développer de mon côté, mais est-ce qu'elle plafonne vraiment? C'est une bonne question. Puis jusqu'à où elle plafonne? Est-ce que je peux atteindre vraiment une vraie shape, entre guillemets, mais ça va me prendre 2 fois le temps, ou c'est juste que ça va plafonner un moment, puis on n'a pas la réponse à où est-ce que ça plafonnerait. OK. Moi, j'essaie d'analyser dans mon cerveau. Ça demande beaucoup plus d'extension du genou, right, au niveau d'un pédalier court? Ça demande moins de flexion, mais ton extension, théoriquement, est la même au bout. OK. Parce que quand tu es tout en bas, tu es plus haut. Fait que, mettons, ma selle est vraiment plus haute. OK, je comprends. Fait que ça, c'est quelque chose qui Ils vont est là. ajuster le ratio. Oui, exactement. Okay. Fait que je roule sur un vélo qui est comme un peu plus grand parce que je dois pas mal le monter. Mais à part ça, ça fait en sorte que tu dois spinner plus. Parce que tu as une moins grande longueur de levier. Fait que tu n'as pas le choix de spinner. OK. Puis j'avais vu, tu avais fait un post sur Instagram là, quand tu avais eu ton nouveau bike. Ouais. Tu sais, l'ajustement en tant que tel, c'est-tu où tu achètes le bike qu'ils le font ou c'est comme toi, tu sais exactement... Ça c'était l'enfer. Ah ouais? Parce que ça n'existe pas un pédalier de 100 mm sur le marché avant qu'une compagnie que j'ai vue justement fait ça. OK. Ben, en fait, la toute première fois, j'ai commis plusieurs pédaliers différents. Fait que la toute première fois, c'était à l'hôpital Shriners, là où j'étais suivi pour mon handicap. Ils m'ont fait un premier vélo adapté avec justement un pédalier plus court. Depuis, j'ai essayé de contacter ce monde-là, puis ça n'a jamais été possible. Puis là, après ça, est venu ce pédalier-là vraiment court qui était sur mon premier vélo. Il était à 100 mm déjà, fait que je l'ai gardé pour tout le restant de ma vie. Genre aujourd'hui, sur mon vélo de déplacement. OK. Mais après ça, quand je me suis acheté mon bon bike, trouver un pédalier court de même, c'était horrible. J'ai trouvé une compagnie qui en faisait genre de 135, puis ils ont accepté d'en faire un custom juste pour moi à 100. Fait que ça, c'était le fun, mais c'était comme un truc qui est vraiment bulky. Le système, c'était comme un vieux système parce que c'est pas fait pour des vélos performance. C'était l'enfer. Puis là, tu arrives sur la dernière compagnie en fait, avec laquelle j'ai travaillé qui ont dit « Hey, c'est in the works, là, on aimerait ça faire quelque chose de plus court. » Ils ont vu que j'avais besoin de 100 mm, ils l'ont commercialisé. Puis il y a plein de monde qui utilise. Plein de monde. Genre, on doit être une trentaine dans le monde à l'avoir, là, mais il y a du monde qui utilise ça pour d'autres types de problématiques. Là. Fait que là, ils conçoivent. Là, c'est quelque chose qui est performant, que je peux utiliser sur n'importe quel bike. L'affaire, c'est que ça coûte excessivement cher. C'est clair. C'est comme juste les pièces de pédalier, c'était comme 1200$. Là. Puis pour ça, fait que tu achètes ton bike, ils te les remplacent, ils te mettent ça, puis c'est pas mal ça. OK. Mais c'est une pièce qui était pas mal dure à trouver. Aujourd'hui, mettons, si je veux en racheter une, je peux facilement, grâce à cette compagnie-là. Puis grâce à toi un peu, dans le sens. Parce que là-dessus aussi, là, t'as été comme avant-gardiste. Ouais, mais ils ont vraiment été super willing, là, mais tu sais, c'était tough, là. Puis j'étais comme, je vais-tu pouvoir m'acheter un vélo pour vrai, là? Ouais. Ou non. Mais quand c'est arrivé, tant mieux, là, puis là, ça me permet de pas avoir de problème. Le seul problème, en fait, que ça peut causer, c'est tu voyages pour un triathlon, puis que ton bike se rend pas, le monde, ils vont en louer, ou tu sais, il y en a, whatever. Moi, je peux pas. C'est mon vélo, rien. Ouais. Ou, tu sais, les fameuses sorties Bixi, je peux pas non plus, puis ça me gosse. J'aimerais tellement ça pour me déplacer en Bixi. T'as-tu vu au demi, à Tremblant, il y a un gars qui l'a fait avec les... Ouais. Il y en a un Bixi comme bike de triathlon. Qui ça? Ouais. Au demi c'est comme il y a comme son petit sticker Ironman Tremblant dessus. Ça a dû lui coûter cher quand même pour la journée. Là, ouais, je sais pas si... Je pense que ça doit caper au bout de la journée. Ouais, mais c'était une crise de bonne pub, par exemple. Ouais, mais moi, l'affaire, en fait, qui a fait ça en Bixi, qui était drôle, c'était... Tu sais, mettons, tu le fais à Montréal, sur le circuit Gilles-Villeneuve, c'est flat, ça va. Ouais. Mais comme là, avec Duplessis, les côtes qu'il y a à Tremblant. C'est lourd, un Bixi. Mais c'est ça, c'est que tu sais, ton poids, si t'es sur du flat, ça va, ça dérange pas tant. Mais là, faire des côtes de même, là, c'est lourd. Là. Ouais.
Puis tu vois que le gars, c'était un gars qui était quand même pas mal en shape. Puis tu vois ses splits de vélo, t'es comme, ouais, le vélo, il a impacté. Là. Ben oui, c'est clair. Ouais, ça a eu un impact, mais tu sais, c'est comme. Le monde dit, je peux pas faire de triathlon, j'ai pas de bike. Ouais. Mais voilà votre message. Ouais, là. c'est ça, exact. Moi, j'ai une question vraiment importante. Ouais. Tes élèves, à date, la meilleure joke qu'ils ont trouvée, c'est quoi? Ça me trotte dans la tête depuis tantôt. Ouais. Mais pour vrai, celle qui a gagné, Charlotte Maxime, c'était pas une joke, mais c'était comme une série. À chaque fois que je disais quelque chose, un call. Fait que tu sais, c'était comme, ben là, tu vas pas te mettre à genoux pour ça. Ou genre, tu sais, c'était comme un exercice kneeling, landmine, rotation. Puis là, t'es comme, peux-tu nous faire une démo, s'il te plaît? C'est ça que. Elle arrêtait pas, là. Puis c'était tout le temps. Puis moi, je trouvais ça hilarant, là. Fait que, J'espère que tu l'as fait couler après. non, je peux pas, malheureusement. Mais si je pouvais, je te donnerais des bonus points, moi, pour ça. OK. Une joke de genoux, là, c'est tellement drôle. J'essaie d'en sortir une, mais j'en ai pas. Moi, j'aimerais ça aussi qu'on parle parce que là, tu es un fan de données puis de Matrix. Ouais. Tes données personnelles à toi, tu te fies à quoi? T'as-tu une Whoop? T'as-tu un Oura Ring? C'est ça l'autre affaire, c'est que j'aime ça essayer plein d'affaires. OK. J'ai eu une Oura Ring pendant longtemps. Là, je suis en train d'essayer le Whoop. J'ai aussi eu ma montre, mettons, pour dormir. Plus les données, mettons, de récupération de ce côté-là. Après ça, tu sais, pour la course, c'est une montre, capteur de fréquence cardiaque. Vélo, capteur de puissance sur le bike, fréquence cardiaque aussi. Je reste pas mal ça au quotidien. Après ça, tu sais, des fois, je me fais des trips sur le trainer à checker mon lactate, voir comment ça évolue. Ah ouais? Fait que ça, je le fais de mon côté. Des fois, tu sais, regarder un peu tout ce qui est VO2 max. Fait que c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant. Puis j'aime ça, justement. C'est ça qui m'a permis, entre autres, d'extrapoler qu'est-ce qui est possible pour moi. Puis c'est-tu possible de performer ou j'oublie ça? Mm-hmm. On a vu que c'était possible. Puis à quel point le VO2 max, justement, il évolue dans le temps? Le VO2 max évolue dans le temps. Ça dépend du monde. T'sais, en ce moment, mettons, si je me réentraîne, ça va plus vite. Ouais. Quelqu'un qui commence, mais aussi si tu commences, ben ça va rapidement, tu sais, au début, si tu plafonnes à un certain niveau, parce qu'il faut être capable de rentrer la charge d'entraînement pour mettre le stress sur ton système suffisante. Mais tu sais, c'est une variable qui évolue, puis il y en a que ça va plus ou moins vite, ça dépend de tellement de facteurs, là. Même principe au niveau du lactate, j'imagine? Ouais, mais le lactate, tu sais, c'est... En fait, c'est souvent, on a tendance à dire comme que c'est plus une métrique qui va te donner un indicateur sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Fait que es-tu en processus aérobie parce que tu recycles beaucoup de lactate ou t'es-tu en train d'en produire comme ça se peut pas? Fait que ça dit, hey, je suis dans quel processus physiologique, donc je suis dans quelle zone. Fait que c'est vraiment plus une image de la chose. Tu pourrais avoir, mettons, la même courbe de lactate, mais transposée à des vitesses différentes parce que tu as progressé. De la même façon que tu pourrais progresser juste sur ton recyclage, mais pas sur ta capacité à en produire nécessairement. Fait que c'est quand même quelque chose qui peut varier de ce côté-là. OK. C'est une métrique qu'on utilise comme d'autres. Mm-hmm. Puis as-tu une préférence là, dans ceux que tu as testés niveau appareil portable? Ben, tu sais, c'est sûr que l'affaire que, mettons, VO2 max, c'est que les prix sont tellement élevés. Ouais. Le lactate, je trouve ça quand même plus abordable. Après ça coûte cher de la shot. Là. Les petites bandelettes coûtent pas mal cher. Je trouve que c'est quand même simple d'utilisation puis simple à suivre. Fait que moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Mais après ça, tu sais, moi, je pense que peu importe l'outil que tu utilises, c'est d'avoir vraiment une rigueur là-dedans. Mm-hmm. Puis de savoir qu'est-ce que je veux voir avec ça. Tu sais, OK, je mesure ton VO2 max, mais qu'est-ce que t'en fais après? Cool, t'as 65. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça influence? Comment tu vas adapter ton entraînement par rapport à ça? De la même façon, je travaille avec des athlètes, ben, quelle batterie test je vais faire pour obtenir quel résultat? Je pense qu'on est dans un monde où on est overflow de données, mais à la fin de la journée, est-ce que tout compte? Qu'est-ce qu'elle représente si on va prendre les montres Whoop, Oura? Ça te donne des datas sur ton sommeil. Est-ce que sont réels? Sont mesurés comment? Comment ils les identifient? Tu sais, mettons, moi, je me fie sur le HRV, la variabilité de fréquence cardiaque, parce que pour moi, c'est la seule mesure précise, le seul indicateur précis qu'on peut utiliser de ces affaires-là. Le score de sommeil, le score de recovery, tout ça, à la fin de la journée, c'est le fun à voir. C'est des tendances, ça peut être intéressant, mais je sais pas comment y mesurer. C'est pas toutes les compagnies qui te donnent leur algorithme. Fait que qu'est-ce que ça représente? Je le sais pas. Je peux pas le comparer. Je peux pas me dire c'est quoi. Fait que j'essaie d'aller vraiment à la donnée brute puis avoir cette donnée brute-là, qu'est-ce que moi je peux en faire.
Fait que là, j'ai payé un abonnement Whoop excessivement cher pour le avoir Archery. une donnée. Ouais. C'est juste cool parce que t'as pas besoin de l'enlever. Tu peux le charger Ouais. direct dessus. Puis par contre, ils ont une fonctionnalité qui est vraiment cool, c'est le journal. Fait que tu peux mettre des tendances. Fait que, mettons, mon chat a dormi dans mon lit, j'ai bu de l'alcool, j'ai bu du café, tout ça. Puis ça montre l'impact que ça a sur tes metrics. À long terme. Fait que, tu sais, souvent, justement, quand je mettais en place des nouveaux systèmes ou que je voulais essayer des choses ou faire des changements, ben, je les trackais puis ça me permettait de suivre un peu telle affaire a un impact, telle affaire en a pas. C'est quoi Nice. qui avait le plus gros impact pour le fun au niveau du HRV? Pour moi, c'est dès que je dors moins que 7 heures. Là. Ok. Ça tank solidement. Là. Le système, il crash. Oui, vraiment, mais un impact qui est vraiment plus commun dans la société, en fait, puis que c'est rendu un meme dans la communauté Whoop, c'est l'alcool. Mm. Genre, un verre, tes données sont ramassées. Là. Ouais. Donc, ça aide, je pense que ça aide. C'est des outils qui aident à sensibiliser, mais il faut qu'ils soient utilisés de la bonne façon. Puis c'est aussi tout le temps se poser la question, qu'est-ce que je veux savoir comme données? Puis qu'est-ce que cet appareil-là ou cette affaire-là me donne? Puis pourquoi elle dit de telle façon ou pas? Là. Tu sais, moi, ma montre, elle m'a toujours dit que j'ai un VO2 max de genre 33, là, alors que c'était même quand il était comme au-dessus de 60. Là. Puis ben, c'est parce que ma montre va calculer ma vitesse de course, puis faire une estimation de VMA x 3.5, puis se baser là-dessus. C'est pas précis. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ces affaires-là. Moi, j'utilise le terme masturbation intellectuelle. Ils utilisent ça pour avoir du data, pour dire, mais après ça, ils sont pas capables d'intégrer ça puis d'en tirer une vraie. Ben, aussi, c'est comme. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est mes parents là, qui ont, tu sais, des fois, quelques petits problèmes de santé, c'est ça, tu sais, ils vieillissent, puis ils se rendent pas compte nécessairement de l'impact que des choses ont. Hein, tu sais, mettons, mon père était prédiabétique. Fait que là, il a commencé à tracker sa glycémie. Ben, tu sais, chaque matin, il se piquait, il prenait sa glycémie. Puis, OK. Là, il était comme, elle est haute. OK. Il allait à sa journée le lendemain. Ah, elle est basse. Ah, elle est haute. J'étais comme, OK, tu la mesures, mais qu'est-ce que t'en fais? Ça a-tu un impact? Comme, tu vas-tu changer tes habitudes parce qu'elle est élevée? Puis, il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Fait que, tu sais, des fois, je pense que les données, puis là, ça faisait juste lui créer un stress de ma glycémie est élevée, au lieu d'être un outil de, OK, ma glycémie est élevée Non. parce que j'ai fait ça, mais demain, je vais changer, voir ça donne quoi. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça, c'est qu'on a des données, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est important. Je pense qu'il y a les deux extrêmes. C'est nous, dans le coaching, on utilise beaucoup du tracking, des suivis, des affaires de même. Ouais. Nous, on soit souvent, je sais pas pour toi, là, mais moi, de plus en plus, ça va mieux, mais avant, j'avais juste aucune donnée. Ouais. Puis après ça, il y a du monde dans l'inverse, ils vont juste tracker, mais ils font rien faire. Ouais. Fait que souvent, c'est encore là, c'est dans les deux extrêmes. Non, ça, puis, tu sais, des fois, juste comme une donnée, un message peut valoir 1 milliard de données, puis aussi, tu sais, c'est qu'à la fin de la journée, t'es pas dans le corps de la personne. Si mon Whoop me dit que mon HRV est élevé, puis c'est peut-être pas une bonne journée aujourd'hui, mais que je me sens bien, j'ai le goût d'aller faire un workout, je vais le faire pareil. Tu sais, on peut pas laisser ça dicter tout ce qu'on fait au quotidien. C'est pas universel. Là. Non, c'est ça, C'est exactement. une partie d'un tout. Puis c'est difficile aussi, mettons dans le cas du HRV, c'est que les variabilités entre personnes Ils sont énormes. sont énormes. Ben, en fait, c'est que le HRV, c'est vraiment une donnée que tu compares à toi-même. Ouais, puis c'est ça. son évolution. Parce que là, si je te dis c'est quoi ton HRV, puis je le compare au mien, ça veut absolument rien dire. Là. C'est ça, exact. Fait que, mettons, pour le commun des mortels qui regarde ça, tu vas aller voir sur Google c'est quoi un bon HRV, puis il trouvera pas de Ouais. réponse ou il va trouver une mauvaise réponse, dans le fond. Ouais, ben, je me suis fait poser ça justement récemment. C'est quoi ton HRV? J'étais comme, mais ça a tellement aucune importance. Là. C'est qui a posé ça? Ah, c'est un de mes amis justement qui essaie d'apprendre de ben, c'est plus ça. en plus. OK. Puis là, il était comme, c'est quoi ton HRV? J'étais comme, ben écoute, c'est ça, mais. Puis là, il était comme, ben là, le mien, c'est ça veut dire que c'est pas bon? Comme, non, c'est juste ta différence par tes jours, puis c'est un indicateur du stress qui est mis sur ton corps. Fait que, mais tu sais, c'est ça, mais d'avoir juste la donnée, me dire, ouh, aujourd'hui, il est à 100, là, Cool. ça veut rien dire. Tu connais-tu ton HRV? Ça, je le check, man. Moi, j'ai cette affaire-là. La Oura. Ouais. Ça fonctionne. Je le track pas chaque jour, honnêtement. Je me fie plus aux metrics, puis je suis comme, ça me stresse, mais tu vois, moi, je le mets en place. Fait que c'est ça que je fais. Mais je le track pas à day to day. Tout. Moi, je préfère vraiment. Honnêtement, j'adore les metrics, mais personnellement, je préfère y aller au feeling. Mhm. Ben, c'est tellement la meilleure affaire. c'est Ouais. que- Puis ça, c'est un truc que je dis à mes clients souvent, c'est OK, je suis peut-être l'expert de la littérature scientifique, mais toi, tu es l'expert de toi-même. Ouais. Puis il n'y a personne d'autre qui te connaît mieux que toi-même. Fait que je vais me fier à ce que tu me dis, non pas
à mon opinion Non, qui peut être biaisée nécessairement. Exact. Puis moi, tu sais, genre, quand je track, je vais tracker plusieurs metrics, là. Oui. Tu viens me voir pour être bien. Parfait pour toi, c'est quoi être bien? C'est avoir de l'énergie, c'est te sentir bien, d'avoir moins faim, plus faim, whatever. Oui. Bon, on va tracker toutes ces metrics où on va utiliser des body fat, puis les HRV, puis ça même, puis les weighing, puis les photos, mais globalement, tu viens me voir parce que tu vas être bien. Fait que comment tu te sens? Ben, cool. Ouais. Avant, c'était moins bon. Cool, 1 sur 10, on y va, cool. Ouais. C'est quoi bien, c'est quoi ton idéal, puis c'est aussi qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre cet idéal-là. Ouais. Puis des fois, le monde sont comme ah, mais tu sais, je veux m'entraîner, mais 3 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Je suis comme ben, tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, on va y aller avec 3 fois par Exact. semaine, puis on va avoir des bénéfices santé là-dessus. Mhm. Si tu es capable d'en mettre plus, tu n'es pas en train de me dire je vais aller aux Jeux Olympiques, mais je peux m'entraîner 3 fois 45 minutes. Mon objectif, c'est d'être en santé, peut-être perdre un peu de poids, puis c'est ça. Ben, c'est parfait, on va y aller avec ça. Gestion des ressources, moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis après, t'en veux plus? OK, on checkera, mais rendu là, commence avec une base, puis après ça, on build upon it. Puis Ouais, puis ce qui est sain pour l'un n'est pas nécessairement sain pour l'autre. Donc, jamais. c'est important de l'adapter. J'adore. Je trouve que ça fait pas mal Le tour. une belle conclusion. Ouais. As-tu des choses à plugger, des trucs à dire en terminant? Ben, moi, je voulais vous dire merci à vous autres. C'était une belle discussion. Merci à toi. Super à toi. intéressant. Je pense que peut-être pour finir, un petit mot, on a parlé d'handicap, tout ça, de mettre un peu le doigt là-dessus, oui, c'est des différences qu'on a. C'est une différence que je suis. Par contre, mon identité n'est pas le fait que j'ai un handicap. Je suis plein d'autres affaires. C'est une limitation que j'ai, comme on peut en avoir 1 milliard. Puis, tu sais, je pense qu'on a une gêne un peu, tout le monde, là, tu sais, puis le monde sont gênés de t'aborder, puis ils veulent pas te heurter. Moi, je pense que tant que c'est fait dans la bienveillance, c'est important aussi d'éduquer les gens, de leur faire comprendre. On est tous différents, puis autant savoir pourquoi. Puis après ça, ben, ça permet juste de développer une relation normale sans avoir d'arrière-pensée. Magnifique. J'adore. Be yourself. Love it. Très nice. Love yourself. Merci beaucoup, Hicham. Merci à vous. Merci. Merci, Xav. Merci, Phil. Merci à vous d'avoir écouté. Puis on se revoit dans un prochain épisode de Sur le chemin du sommet.